Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire et communicatrice animalière Astrid Clavet-Le Tourneur. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors Astrid, tu es diplômée de l'université de Pérouse en Italie, qui est plus précisément dans le centre, en 1998. Aujourd'hui, tu partages ton temps entre le Kenya et la France en tant que communicatrice animalière, énergéticienne, formatrice, auteure et conférencière. Tu diriges également une entreprise de tourisme responsable, éco-volontariat et safari, ainsi qu'une association d'aide et soutien aux enfants du Subukia. Tu as un tas de projets en lien avec tes différentes casquettes et je suis ravie qu'on se retrouve pour en parler. J'ai le sentiment d'ailleurs qu'il n'y a pas de distinction claire, vie perso, vie pro chez toi, car c'est la passion qui anime ton quotidien et tout ce qu'il comporte. Néanmoins, tu m'as soufflé, hors antenne, de t'être remise à la gym en salle et aux claquettes récemment. Astrid, je suis ravie de partager ce moment avec toi. C'est un très beau cadeau d'anniversaire que tu me fais. Es-tu prête donc pour nous emmener en voyage, autant géographique que spirituel? Oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, on va démarrer avec notre question traditionnelle. Astrid, pourquoi vétérinaire? Alors, c'est assez classique, hein. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment passionnée par les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, hein. C'était vraiment ma passion, et je pensais vraiment faire vétérinaire dès le départ. Et puis, au final, ça n'a pas été le cas parce que j'ai fait une pré-prépa de véto, hein, à Paris, dans la région parisienne. Et l'ambiance ne m'ayant pas trop plu, une ambiance un peu bachotage, bizutage, j'étais un petit peu rebelle à l'époque et ça ne me convenait pas trop. Alors du coup, j'ai fait une maîtrise de biologie et neurosciences, toujours à Paris 7. Et voilà, je me suis dirigée vers l'étude du comportement, la biologie, voilà, du comportement, l'éthologie, les neurosciences. Donc ça, c'était en 88. Voilà, et c'était le début, je dirais, hein, de mon périple professionnel puisque ça a été assez long et assez atypique, je dirais. Voilà, après ces études-là qui ne m'ont pas totalement satisfaite non plus, je dois dire, parce qu'il y avait pas beaucoup de travail de terrain, hein. C'était surtout de l'éthologie de laboratoire entre guillemets. Du coup, je me suis redirigée vers mon idée première de faire des études de vétérinaire et je suis partie pour ça à Pérouse, en effet, au centre de l'Italie, en Ombrie exactement. Donc c'est une magnifique région, la faculté vétérinaire était magnifique aussi. Donc ça a été une très belle période de ma vie et j'ai pris mon temps parce que j'ai travaillé en même temps sur la fin quand je faisais mes cliniques et voilà, et je me suis diplômée donc en 98. Voilà, à la suite de quoi j'ai fait des stages. Alors plus précisément des stages dans les parcs zoologiques parce que c'était quand même les animaux sauvages qui m'attiraient le plus. Donc j'ai fait des stages dans des parcs zoologiques en France et en Allemagne. Et puis, j'ai, par la suite, hein, dû, commencer à travailler, ce qui est, voilà, normal. J'ai travaillé, aux urgences vétérinaires à domicile en région parisienne, et ça aussi, ça m'a énormément plu, contre toute attente, hein, puisque bon, moi, je voulais, m'expatrier déjà à l'époque, hein. J'avais déjà dans l'idée de partir en Afrique, de faire, bon, des tas de choses professionnellement dans ce domaine-là, dans le domaine des animaux sauvages, hein. Mais c'était pas facile évidemment de trouver et par ailleurs, j'avais beaucoup voyagé déjà, donc j'étais, déjà bien rassasiée de ce point de vue-là. Donc j'ai fait, 7 ans finalement aux urgences vétérinaires à domicile en région parisienne
Et ça m'a beaucoup plu parce que il y avait dans ce métier-là, disons, pas mal de caractéristiques qui étaient importantes pour moi. Une certaine aventure, une forme d'autonomie, de liberté, quelque chose vraiment d'assez exaltant. Et puis je me sentais utile. Voilà, je faisais beaucoup les nuits, les dimanches, les jours fériés, tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Et puis surtout, mes supérieurs entre guillemets, qui étaient en réalité des collaborateurs, me permettaient de partir tous les 3 mois, pardon, 5 semaines. Donc je partais beaucoup en voyage et j'ai voyagé un peu partout, aux États-Unis, en Australie, en Égypte, en Ouzbékistan, enfin en Afrique aussi, hein, dans plein de pays, grâce à ce métier-là. Donc ça a été très important pour moi. Alors j'en profite que tu reprennes ton souffle pour te poser quelques questions parce que quand même malgré tout il y en a quelques-unes qui se sont agglutinées depuis que tu parles déjà. Je voudrais repartir sur le tout début, donc avant que tu te lances en Italie, donc ta maîtrise. Donc tu fais ce choix un peu, tu te replies sur ce choix, puis tu décides que tu veux quand même continuer vers Veto. Mais quels apprentissages tu tires de cette période? Alors, à Paris, donc à Paris 7, hein, donc j'ai fait 4 ans puisque j'ai fait une maîtrise de biologie. Alors au début, c'était une licence de génétique des populations, génétique moléculaire. Je me sentais très très loin du vivant, hein, parce que c'était vraiment très très en labo, enfin avec des choses vraiment où on disséquait vraiment les choses jusqu'au plus à l'infiniment petit finalement. Donc ça, c'est vrai que ça m'éloignait assez du vivant. Moi, j'avais envie de faire du travail de terrain. Donc ensuite, j'ai bifurqué vers une maîtrise d'éthologie, biologie du comportement, neurosciences, en me disant que ça serait quand même plus proche de ce que je voulais faire. Et au final, à mon époque, hein, il y a 30 ans, il y avait pas forcément tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, je dirais que ce que j'en ai retiré, c'est une grosse capacité de travail déjà, un esprit de synthèse et à la fois un esprit d'analyse d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que je me sentais en fait à l'époque, ce que je disais d'ailleurs souvent avec une de mes amies, hein, qui a fait tout le cursus avec moi, on se disait que on pouvait tout comprendre. En fait, on avait l'impression qu'il n'y avait absolument rien qu'on ne pourrait pas comprendre parce qu'on allait tellement dans le détail, tellement dans la recherche, tellement dans quelque chose de très approfondi, que on avait l'impression, hein, qu'on était vraiment au top du point de vue de la connaissance et de la compréhension. Donc c'est sans, je veux dire, en toute humilité, hein, mais c'est vraiment le ressenti que j'avais. Donc je pense que ça m'a appris ça, à vraiment essayer d'aller en profondeur dans les choses et voilà, et avoir une vision à la fois d'ensemble, mais à la fois bien détaillée aussi, quoi. Très clair, rien laissé au hasard. Ouais. Enfin, à l'époque, au moins. À l'époque, voilà, il y avait pas encore de la place pour le mystère, mais il vient sans doute après. Hem, Tu embarques pour l'Italie et je voudrais savoir, tu dis avoir adoré cette période et ce pays. Comment tu trouves tes études là-bas? Alors, moi, en fait, je parlais déjà un petit peu italien puisque j'avais fait ça en deuxième langue au lycée et aussi en UV complémentaire à la fac de biologie. Et donc, ma sœur, en fait, était là-bas parce qu'elle faisait des études de langue. Donc, elle était là temporairement pour quelques mois. Et elle m'a dit, mais viens ici, la fac de vétérinaire est vraiment magnifique, il fait un temps splendide, ça a l'air vraiment chouette. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça. J'aurais pu choisir la Belgique, j'aurais pu tenter d'aller ailleurs, hein. J'ai même pas tenté de faire d'autres demandes dans d'autres villes en fait d'Italie, parce que ma sœur m'ayant dit c'est très sympa, il y a plein de comment dirais-je, oui, de vétérinaires aussi, mais il y a plein d'étudiants étrangers, l'ambiance est vraiment chouette et tout. Je me suis tout de suite dirigée vers Pérouse. Et de ce fait, j'ai fait une demande pour aller faire mes études là-bas. Ils m'ont donné des équivalences, à peu près 1 an d'équivalence. Donc la première année, je n'ai pas eu à la refaire parce que j'avais une maîtrise de biologie. Et j'ai passé un diplôme de langue et un petit, comment dirais-je, j'ai passé des examens, hein, pour certaines des matières. Mais voilà, il y avait un numerus clausus, mais voilà, il prenait, je pense, 10-12% d'étrangers. Donc on était 8-10 à être admis. Et de ce fait, j'ai intégré enfin la deuxième année, hein, dès la première année, j'ai intégré la deuxième, quoi, en fait. Et ça s'est fait comme ça. Et ta vie d'étudiante se passe très bien?
Et ma vie d'étudiante s'est très bien passée. C'était vraiment très, très, très à la cool, hein, à l'italienne, on va dire. Donc, on avait, bien sûr, on passait nos examens comme il fallait les passer. C'était des examens tous oraux et pratiques. Il n'y avait pas d'écrit, que des oraux et de la pratique. Et donc, il y avait une cinquantaine, hein, d'examens à passer. Donc, c'était quand même assez lourd. Mais on faisait ça sur 4-5 ans. Et effectivement, j'ai vécu des belles années parce que j'ai pas mal sillonné l'Italie. J'avais beaucoup d'amis parce que j'habitais dans un appartement avec de nombreuses personnes et que c'était vraiment, oui, une ambiance étudiante, type un peu, hein, ces films-là qu'on voit avec des tas d'étudiants qui sont à l'étranger. Voilà, c'était l'ambiance Erasmus améliorée, quoi. Ouais, c'était pas l'auberge espagnole, mais l'auberge italienne, du coup. Voilà, c'est ça, l'auberge. Je cherchais le film en question. Oui, c'était l'auberge italienne, tout à fait. Et tu as travaillé un petit peu en tant que vétérinaire là-bas? Alors, ensuite, je suis allée à Gênes et là, j'ai commencé à faire mes premières armes, on va dire ça comme ça, dans une clinique vétérinaire qui accueillait pas mal d'oiseaux de mer et de rapaces, donc d'oiseaux sauvages. C'est ça qui m'a attirée d'ailleurs, hein, parce que moi, j'étais quand même très attirée par les animaux sauvages. Là, il y avait un mix des 2, donc ça me plaisait beaucoup. Puis les personnes, hein, les 2 vétérinaires qui étaient là, vraiment, on s'entendait très, très bien. Donc j'ai fait plusieurs mois donc de pratique, hein, et voilà, j'ai commencé un petit peu à bosser avec eux. Mais très rapidement, je suis allée faire des stages dans des parcs zoologiques et ça m'a détournée définitivement de la clinique, je dirais, et du travail en clinique. Elle te vient d'où, tu penses, cette attirance vers les animaux sauvages? Oh ça a toujours été. Ça a toujours été, vraiment, mes lectures, enfin depuis toute petite, hein, je collectionnais les photos d'animaux sauvages dans le Télé 7 jours, hein, pour ceux qui sont de cette époque. Et oui, comment dirais-je? Je regardais les émissions, je regardais la télé, je regardais tous les documentaires sur les animaux sauvages. Ensuite, j'ai quand même des parents, enfin des grands-parents et des parents et aussi des oncles et voilà, dans ma famille, beaucoup de personnes qui ont vécu en Afrique, qui ont vécu à l'étranger d'une façon générale, mais dans plusieurs pays d'Afrique. Alors eux n'étaient pas forcément passionnés d'ailleurs par les animaux, hein, mais c'est vrai que moi je lisais des livres, hein, de Joy Adamson, je regardais George Adamson, hein, et le Lion Christian, la réintroduction des animaux sauvages dans leur milieu. D'ailleurs j'ai fait ma thèse vétérinaire, hein, portée là-dessus sur la réintroduction, enfin tous les problèmes sanitaires et vétérinaires liés à la réintroduction des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Donc c'était vraiment mon thème, hein, de prédilection. Et oui, je regardais Gorille dans la brume. Voilà, j'étais complètement passionnée par la faune sauvage. OK, très bien, super. Il y a aussi un truc que tu as dit, que je trouvais intéressant. Quand tu as parlé des urgences vétérinaires où tu es venue travailler en France, tu as dit: «Contre toute attente, ça t'a plu». Quelles attentes tu avais alors justement du métier de vétérinaire? En fait, moi, je voulais être à l'extérieur. Ce que je voulais, c'est être dehors, être sur le terrain, au contact avec des animaux, alors de préférence sauvages. Donc évidemment, les urgences vétérinaires à domicile en région parisienne, c'était pas forcément ce dont j'avais rêvé. Mais en fait, en ayant terminé mes stages dans les parcs zoologiques en France et en Allemagne, j'ai été quand même assez déçue parce qu'évidemment, les animaux sont captifs, hein. Alors, il y avait plein de choses qui étaient positives, notamment les liens avec les soigneurs, etc. Et le travail avec les soigneurs et avec les vétérinaires aussi d'ailleurs. Mais il y avait quand même quelque chose qui, moi, je sais pas, est-ce que ça me renvoyait quelque chose sur mon besoin de liberté, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça ne m'a pas plu au point d'essayer de me faire une place dans ce monde-là. Et donc, j'ai demandé à une amie qui avait une clinique près de Paris, qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Est-ce que tu as une idée, vu que tu me connais, que tu connais mon tempérament, qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit: «Mais fais les urgences vétérinaires à domicile, ça va te plaire, tu vas sillonner Paris, la région parisienne en voiture, toute seule, tranquille, tu iras dans plein d'endroits, jusqu'à 50 kilomètres de Paris et tu pourras rencontrer tout type de personnes, voilà, tu verras tout type d'animaux parce qu'il y a même des gens qui ont des animaux exotiques donc et comme tu seras la seule, peu ou prou à t'intéresser aux animaux exotiques, tu auras toute cette partie-là». Enfin, elle m'a vraiment vendu l'affaire et c'est vrai qu'elle a eu raison parce que j'y suis allée, donc je les ai contactés, c'était en plein mois de juillet et donc j'ai commencé en plein mois d'août alors que c'était vraiment exactement ce dont ils avaient besoin, hein, puisqu'ils ont toujours besoin de plus de vétérinaires, voilà, pendant les vacances, hein, il y a toujours plein de cas
et en plus les gardiens sont pas forcément là, enfin les propriétaires sont pas forcément là, les animaux sont gardés à droite à gauche. Donc j'ai commencé comme ça et puis bon, il y avait beaucoup de vétérinaires aussi qui étaient en vacances bien sûr et ça m'a beaucoup plu, ça m'a tout de suite plu effectivement parce que j'étais indépendante, j'étais autonome, j'étais libre, je menais mes visites comme je voulais. Il y avait une bonne ambiance, on était une trentaine de vétérinaires, 30-35 vétérinaires dont peut-être 3-4 femmes et tout le reste d'hommes. Moi, évidemment, j'étais une des seules, on était 2, je crois, à pouvoir soigner les animaux exotiques, hein, tout ce qui est reptiles, oiseaux, perroquets, enfin tous ces animaux-là, bon, les furets, enfin ce qu'on appelle les nacs. Et donc ça m'a tout de suite plu et le fait de sillonner, moi j'aime bien voyager, hein, donc le fait de sillonner toute la région parisienne, il y a des coins vraiment très très chouettes. J'arrivais dans des maisons des fois incroyables, hein, des châteaux. Je suis allée à la maison de Marie-Antoinette à Versailles. Je suis allée dans des endroits, enfin chez des personnes très connues, des personnes du gouvernement, des personnes du showbiz, puisque les gens hein, qui appellent à domicile peuvent être des gens qui peuvent pas se déplacer ou voilà, qui peuvent pas aller hein, comme tout le monde chez le vétérinaire. Donc du coup, ça a été vraiment d'un point de vue relationnel aussi, d'un point de vue des relations avec les propriétaires des animaux, c'était vraiment vraiment très gratifiant parce qu'on arrive, si c'est de nuit, en plus moi c'était souvent la nuit ou les dimanches ou les jours fériés, les personnes sont toujours stressées, paniquées, et vous arrivez un peu comme le Messie, donc on a vraiment le beau rôle. Donc c'était vraiment non, ça m'a beaucoup plu. Et bon, alors évidemment, on faisait de la petite chirurgie, on faisait des petites choses, des soins de première urgence, et puis on référait donc à des cliniques ou à des vétérinaires le lendemain si besoin était. Mais ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. C'était tout à fait ce qui correspondait à mon tempérament. On peut saluer ton ami, je pense, qui avait bien cerné tes besoins de l'époque, qui sont venus nourrir ton besoin de nomade, d'aventure, un peu imprévisible aussi, très chouette. Et c'est venu aussi, ça t'a permis de nourrir ta passion du voyage, parce que tu disais que t'avais pas mal voyagé pendant cette période-là aussi, c'est bien ça? Oui, oui, c'est tout à fait ça. J'avais vraiment des collaborateurs hein, qui étaient tout à fait coulants parce qu'en fait, comme je prenais des créneaux que les autres ne voulaient pas, dans la mesure où les autres avaient quand même des familles, hein, quelquefois ils préféraient travailler 2 jours, évidemment, ils préféraient avoir des horaires normaux. Et moi, je faisais 20h 5h, 21h 6h, voilà, vraiment des périodes de nuit. Et puis les dimanches, les jours fériés, Noël, jour de l'an, Pâques, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'avais pas de mari, j'avais pas d'enfant. C'était tout à fait possible pour moi de le faire et même j'aimais ça parce que c'était des moments où on circulait bien en voiture en plus. Donc de ce fait, hein, le fait que j'ai pu prendre tous ces créneaux-là, on me refusait pas grand-chose quand je disais je pars tous les 3 mois, 5 semaines. Voilà, il faudra pas essayer de m'arrêter parce que c'est mon mode de vie. Jamais ils ont essayé de m'arrêter et de me faire changer de voilà euh, d'emploi du temps quoi. Hein. Donc non, ça a été une très belle collaboration. On s'entendait bien et ça se passait très bien avec les patients et les clients aussi. C'était vraiment quelque chose dont je garde un très bon souvenir. Donc j'ai voyagé en effet tous les 3 mois, 5 semaines. Alors en Californie, en Floride, en Caroline du Sud, en Ouzbékistan, en Égypte, en Australie, à différents endroits. Enfin ça a été vraiment pour moi oui un très beau mode de vie en fait parce que j'avais un petit appartement là dans une résidence en plus qui était très agréable dans les Yvelines et voilà et je partais quand je voulais, je faisais ce que je voulais, c'était vraiment chouette. Astrid la baroudeuse. Oui, ça n'a pas changé, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai une question qui me vient aussi, qui est peut-être un peu d'actualité, avec de plus en plus d'étudiants aujourd'hui qui vont s'instruire à l'étranger. Alors moi, de mon temps, moi j'ai étudié en Belgique et à l'époque, c'était quand même encore un peu vu comme le diplôme un peu inférieur. Alors l'Italie à l'époque, j'imagine que c'était un peu pareil. Comment est-ce que t'étais reçue, perçue par tes confrères et consoeurs à l'époque? Alors, un peu comme farfelu avec un côté plus dilettante, mais comme ça s'est très bien passé en fait aux urgences et que mes comptes rendus, parce qu'on faisait des comptes rendus à la fois écrits hein, et puis par voie téléphonique au standard, j'avais l'habitude vraiment de prendre beaucoup de notes très rapidement
puisque à la fac, hein, c'était comme ça, on prenait beaucoup de notes et c'est vrai que je pense que il y avait un contact aussi avec les patients, enfin et avec les propriétaires des animaux, du coup qui était peut-être meilleur que certaines personnes, hein, qui étaient plus, je dirais, dans quelque chose de formel, de d'assez froid, etc. Moi, j'étais beaucoup plus à l'italienne de ce point de vue-là aussi, donc moins protocolaire, peut-être moins rigide, et je pense que les gens, ça leur plaisait beaucoup. Donc, je pense que ça a contrebalancé, hein, cette première impression qu'ils ont peut-être eue de se dire, ouais, est-ce que le niveau va être comme il faut et tout ça. En fait, moi, j'ai pu m'inscrire à l'ordre, hein, tout de suite, hein, il y avait une équivalence, donc c'est bien que voilà, c'était reconnu. Donc, je me suis inscrite à l'ordre français et j'ai fait donc les urgences vétérinaires comme ça. Et c'est vrai que les études vétérinaires en Italie, ça avait ça de bien que ça stimulait beaucoup l'intelligence des gens, c'est-à-dire que c'était pas des cours formels vraiment où il fallait apprendre tout par cœur et tout ça. Ça stimulait non seulement l'imagination, la créativité. Enfin, alors ça pouvait paraître farfelu, mais au final, ça donnait une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture vers tous les possibles. C'est-à-dire pour un cas précis, on pouvait penser, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être un cas atypique de ça. Il n'y avait pas juste, voilà, la pyroplasmose, hein, ça va être température élevée, urine foncée, etc. Enfin, abattement, asthénie et tout ça. Il pouvait toujours y avoir autre chose. Et ça m'a beaucoup servi. Et notamment dans les urgences vétérinaires à domicile, le fait de pouvoir ouvrir, parce qu'évidemment, on arrive chez l'animal, hein, on est en urgence, il faut évaluer si c'est très très grave et s'il faut référer tout de suite à une clinique, voilà, et hospitaliser, ou si on peut attendre le lendemain. Et donc le fait de pouvoir voir tout le panel possible de ce que ça pouvait être au niveau diagnostic, hein, ça m'a quand même beaucoup aidé dans mon métier, ça c'est sûr, hein. Donc je pense que voilà, c'était une impression de départ peut-être, un a priori de départ que je peux comprendre d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que les Italiens, hein, passent toujours pour être un petit peu exubérants et un petit peu éparpillés, quoi, hein. Mais cet éparpillement n'était pas vraiment de l'éparpillement en fait, hein. C'était plus une ouverture vers enfin tout le champ des possibles. Ils disent possibilista, le champ des possibles, c'est vraiment ça. C'est hyper intéressant vu sous cet angle-là, je te remercie. Tu penses que c'est quelque chose qui manque un peu aujourd'hui? Ça peut manquer, moi je trouve, dans les études. Alors moi j'ai fait des études, hein, de biologie et neurosciences à Paris 7, donc Jussieu, hein, et puis Paris 6 aussi, Pierre et Marie Curie. On avait des cours dans les deux établissements. Et je trouvais que tout était très formel, tout était très méthodique, tout était très le titre, grand A, petit B, grand C, enfin bon, il y avait un côté, vous apprenez tout ça, mais il n'y avait pas une recherche ni de créativité, d'abord parce qu'on était trop nombreux, hein, on était je sais pas combien dans l'amphi, et donc chacun apprenait de son côté, chacun faisait ses recherches de son côté, mais il n'y avait pas en veto, en Italie, on arrivait et le prof disait: «Bon, aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que vous avez des idées sur la question?» Alors là, tout le monde levait la main et moi, j'étais étonnée de ce que les personnes avaient déjà des idées sur la question. Et moi, je restais là en me disant: non, on n'en a pas encore parlé, donc j'ai pas encore d'idées sur la question». Et en Mmh. fait, ça ouvre vraiment alors l'imagination, la créativité, on l'appelle comme on veut, hein, oui, c'est assez intéressant comme façon de procéder. Ouais, presque une autorisation à, avoir une opinion, un avis sur quelque chose qu'on connaît pas. C'est pas quelque chose qui est, forcément promu en France. Non, c'est pas forcément promu, c'est sûr. C'est chouette. Donc 7 ans quand même, en région parisienne aux urgences, c'est pas mal. Ensuite 2007, direction le Gabon. Comment ça arrive ça? C'est le poste qui t'emmène là-bas, tu as envie de partir, c'est ton compagnon de l'époque, ton mari je pense, voilà, dis-nous tout. C'est-à-dire que j'avais rencontré donc Eric, hein, qui est devenu mon mari par la suite. Je l'avais rencontré et il habitait dans le sud, lui. Et moi, j'habitais toujours sur Paris. Alors pendant 1 an ou 2, j'ai fait des allées-venues incessantes. Je me suis même installée dans le sud et je faisais les allées-venues dans l'autre sens pour pouvoir travailler tous les week-ends aux urgences à domicile. Alors je faisais des vacations le vendredi, le samedi, le dimanche. J'enchaînais vraiment et c'était très lourd d'un point de vue de la fatigue. Et puis après, en semaine, je vivais donc dans le sud, près de Montpellier. Et je lui ai dit, au final, c'était un peu un ultimatum, j'avoue. J'ai dit non, là, il faut qu'on cherche quelque chose où on puisse travailler tous les deux au même endroit, sachant que lui, il n'avait pas du tout envie de monter à Paris.
Donc je me suis mis à chercher et bon, il y avait parmi les annonces auxquelles on a répondu, il y avait une annonce pour le Gabon qui était en fait un poste de directeur d'un lodge à la Pointe-de-Nez, donc au bord de la mer. Et donc finalement, c'est lui qui a pris ce poste, hein, parce qu'il était dans l'hôtellerie et la restauration, donc c'était vraiment un poste pour lui. Et moi, je me suis dit, sur place, je trouverai quelque chose parce que j'avais déjà fait de l'éco-volontariat au Gabon. Je connaissais un petit peu certains endroits. J'avais voilà côtoyé des personnes qui travaillaient avec des chimpanzés. J'avais côtoyé des personnes qui travaillaient avec les tortues luttes. Et du coup, je me suis dit, je trouverais bien sur place. Et donc, on est parti. Il a pris ce poste-là. Et au final, au bout d'un mois, le propriétaire était vraiment tellement exécrable qu'on a abandonné et qu'on s'est dit on va aller se promener juste avant de rentrer, on va aller se promener, faire un petit peu de tourisme. Et c'est en faisant du tourisme qu'on est tombé sur l'orphelinat de gorilles et de chimpanzés des Varros, près de Lambaréné. Et là, ils nous ont dit, vous savez, il y a juste un directeur technique. Si ça vous intéresse, on peut vous donner le poste. Moi, comme vétérinaire de l'orphelinat de gorilles et de chimpanzés et directrice, et Eric comme responsable du lodge. Et c'est comme ça qu'on a eu ce poste par la suite, hein, le temps de certaines formalités et tout ça. Et voilà. Et on est resté au Gabon une année jusqu'à ce que la propriétaire décide de fermer. Bon, son mari étant décédé, elle ne voulait pas continuer, elle était assez âgée et elle a voulu fermer. Il n'y a pas eu moyen de s'opposer à ça. J'adore l'idée que le Gabon, c'est c'est entre Paris et Montpellier. Je trouve ça, je trouve ça assez fabuleux. C'est comment le Gabon d'ailleurs pour ceux qui, enfin moi je connais pas du tout, pour ceux qui connaissent Alors, pas. ça a été très difficile. Alors déjà, d'un point de vue du climat, ça a été assez difficile parce que c'est quand même très chaud et humide. Ensuite, d'un point de vue humain, ça a été assez difficile aussi. Par contre, d'un point de vue de la rencontre avec les gorilles et les chimpanzés et du contact avec eux et du quotidien avec eux, ça a été extraordinaire. D'ailleurs, je raconte cela dans mon dernier livre qui est en cours d'édition. Et donc, je raconte toute cette période. Voilà, c'est entremêlé de communication animale, hein, puisque maintenant je suis communicatrice animalière. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai attendu très longtemps avant de raconter parce que ça a été assez souffrant. Le départ, on a beaucoup souffert puisqu'on était très liés aux gorilles et aux chimpanzés. On s'était beaucoup attachés. C'était des bébés, hein, évidemment. Donc, ça a été très dur de les quitter. Ils ont été transférés dans d'autres endroits. Mais pour autant, je ne regrette pas parce que ça a été une rencontre extraordinaire, que ce soit avec les gorilles comme avec les chimpanzés. Et ça a été oui, vraiment une expérience importante dans ma vie en tout cas. À ce moment-là, j'imagine que vous vous dites qu'il n'est pas vraiment question de rentrer à Paris. Donc vous allez à la recherche de quelque chose d'autre sur le continent africain. Tout à fait. Tout à fait. Moi, il était hors de question que je revienne travailler en France. De toute façon, ça n'aurait pas été possible. Moi, j'avais toujours voulu vivre en Afrique en réalité, puisque j'ai des grands-parents qui y ont vécu 25 ans, des oncles, mes parents qui y ont vécu 7-8 ans aussi, en Côte d'Ivoire, au Burkina, à différents endroits. Et donc, je savais que de toute façon, le continent africain était mon continent. Par contre, j'avais beaucoup voyagé. Alors, j'étais allée dans différents pays, mais c'est le Kenya quand même que je préférais parce qu'il n'y avait pas de chasse autorisée, parce qu'il y avait le braconnage, il y en avait, mais il était sévèrement puni. Et donc, d'un point de vue, enfin, de la mouvance, hein, c'était une mouvance qui me correspondait mieux. Donc, voilà. Puis, il avait visité tous les parcs, hein, au Kenya, donc j'adorais ce pays. Et du coup, comme on avait déjà fait une petite expérience de 3 mois avec un ami qui avait un backpackers, donc une auberge de jeunesse à Nairobi, on a décidé de se transférer au Kenya, d'y retourner. On avait lié amitié avec différentes personnes et on a décidé de monter une entreprise de tourisme responsable, éco-volontariat, safari. Alors au début, c'est parti plus comme sport et safari, parce que Eric étant très sportif à l'époque, on faisait trekking, équitation, enfin promenade à cheval, parapente et bicyclette, enfin vélo, un peu tout terrain. Hein, voilà, donc ça a commencé comme ça et très rapidement ça s'est tourné vers le tourisme responsable, l'écotourisme, l'éco-volontariat et les safaris parce que il était très difficile de voler en parapente parce qu'il y avait des vents assez forts. Pour le vélo, il y avait quand même des routes assez caillouteuses, donc on avait les vélos qui étaient toujours endommagés. Pour les chevaux, c'était pareil, hein, au niveau des pieds, il y avait quand même pas mal, soit de la boue, soit c'était trop sec avec des cailloux, donc suivant les saisons. Et du coup, on a gardé le trekking et voilà, on a fait
diverses activités et puis ça s'est transformé au fil du temps au final. Oui, parce que 2008, on est vraiment à l'aube, je dirais, du tourisme responsable. C'est pas encore quelque chose qui est Oui, vraiment répandu. Comment est-ce non. que ça vous vient, ces idées-là? Oh c'est venu, disons qu'on a fait 2-3 ans sous la forme sport et safari, qui fonctionnait pas mal d'ailleurs parce qu'on travaillait avec des agences, on travaillait avec des agences aussi de Nairobi, des réceptifs et tout ça. Et puis petit à petit, oui, là, c'est vrai que c'est devenu un peu plus une mode par la suite, un peu partout, l'écotourisme notamment. Et puis moi, j'avais fait déjà beaucoup d'éco-volontariat. J'avais fait de l'éco-volontariat à Mmh. Tsavo au Kenya, j'avais fait de l'éco-volontariat dans différents endroits. Et cette formule me plaisait beaucoup et je m'étais dit ça serait bien qu'on mette en place un programme d'éco-volontariat assez varié où on propose plein de choses, identification des oiseaux, comment dirais-je, observation des singes, des trekking, de l'aide aux enfants, de l'aide aussi aux ânes, aux populations, enfin des tas de choses comme ça variées. On fait aussi beaucoup de cours de swahili, on apprend aux personnes à faire de la cuisine locale. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça assez variées dans notre programme. Et donc c'est venu au fil des années, mais assez rapidement pour l'éco-volontariat et puis pour le tourisme responsable, c'était pratiquement en même temps puisque c'est assez voisin, puisque nous on fait un éco-volontariat très soft, c'est pas du tout du travail, c'est pas du woofing, c'est vraiment quelque chose de soft et d'assez oui récréatif quand même. Et par la suite, bon, c'est plus tard qu'on en est venu à faire aussi des stages suivis de safari, voilà des stages dans différentes disciplines. Tu différencies alors, tourisme responsable et éco-volontariat. Oui. Tu peux expliquer un peu plus? Pour l'éco-volontariat, le minimum, c'est 2 semaines, parce que, évidemment, il faut s'insérer un petit peu dans le lieu, auprès des animaux, auprès de la population, auprès du staff, voilà. Donc 2 semaines minimum, 4 semaines maximum. Et l'éco-volontariat, c'est vraiment un échange, c'est-à-dire que les personnes viennent pour un séjour plus long, tout en payant, vraiment enfin moins. C'est-à-dire que, il y a un bon rapport, je dirais, entre le prix et la durée du séjour. Et on fait plein d'activités qui nous aident quand même. Il y a quand même une aide à la ferme, une aide à la population. Il y a ce côté-là. C'est de l'éco-volontariat. Et puis le tourisme responsable, ça reste quand même plus du tourisme, c'est-à-dire c'est responsable dans le sens où on fait aussi des visites d'écoles, on va aider les écoles et aussi d'ailleurs on voit les animaux, on fait différentes choses au sein de la ferme et des safaris aussi. Mais c'est plus du tourisme quand même. C'est de l'écotourisme ou du tourisme responsable et c'est sur des durées plus courtes. Ça peut être 6 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours. Voilà, c'est moins de 15 jours en tout cas. C'est souvent 9-10 jours. OK, très clair. Merci pour, cette explication. Quand vous décidez de monter, cette entreprise, vous trouvez un terrain, une ferme, est-ce que c'est en tant que blanc occidental, on arrive là-bas? Est-ce que c'est facile de s'implanter? J'imagine que, vous avez quand même rencontré certaines tribulations. Tout à fait. Non, ça n'a pas été facile du tout. Heureusement qu'on ne savait pas. Heureusement qu'on ne savait pas tout ce qu'il fallait comme papier, comme argent, comme voilà, toutes ces complications-là. Nous, on est partis, comme disaient nos parents, la fleur au fusil. Mais finalement, c'était tant mieux, il valait mieux. C'était déjà, on était totalement alignés avec notre but de vie. Ça, c'était vraiment et avec le lieu, c'était tout à fait ce qu'on aimait. Parce que Eric est auvergnat et qu'il s'est retrouvé dans la vallée du Rift comme étant, je veux dire chez lui en fait, parce que c'est très vert, parce qu'il y a pas mal de volcans et cetera. Donc ça nous a parlé à tous les 2. Moi, j'aime tout ce qui est vert aussi et donc non, ça a été très difficile. On a appris d'entrée de jeu qu'il fallait, 100 000 $ sur un compte. Ensuite, on a appris, qu'il fallait des tas et des tas de documents, des permis qu'on payait, 4 000 € tous les 2 ans. Donc il y avait un aspect financier et nous, on n'avait vraiment pas de finances, et il y avait un aspect aussi, très bureaucratique, quoi, Donc oui, beaucoup de difficultés, beaucoup de tribulations. On a fait de la prévente de séjours, on a fait des emprunts, bien entendu. On a nos parents qui nous ont aidés énormément. D'ailleurs, sans eux, on n'y serait jamais arrivé. Voilà, on a vraiment galéré, comme on dit. Et en plus, on avait 2 camps parce qu'en fait, on avait trouvé le premier camp, le tout premier camp, grâce à cet ami qu'on avait connu dans le backpackers, là à l'auberge de jeunesse parce que lui était reparti en Angleterre et qu'il avait laissé
un camp de safari, alors qu'il n'était pas à lui, hein, parce que c'était dans le Masai Mara et dans le Masai Mara, toutes les terres appartiennent aux Maasai. Mais il y avait mis des tentes militaires et nous, on est allé voir justement le chef Maasai et on lui a dit, mais nous, on prend la relève de cet ami et on pourrait mettre des tentes semi-permanentes, on en mettrait 6 et voilà, et on continuerait à accueillir des clients en majorité français, belges, suisses. Enfin, nous, c'était beaucoup des francophones. Ceci dit, dans notre camp de safari, il y a eu beaucoup d'Allemands, d'Italiens, enfin de différentes nationalités. Et on a eu ce camp de safari pendant 10 ans. On l'a vendu ensuite parce que ça faisait beaucoup de travail et puis on avait des difficultés financières aussi. Mais pendant 10 ans, on a eu un camp de safari dans le Masai Mara, ce que tout le monde nous enviait évidemment, parce qu'on est arrivés nous comme ça, effectivement la fleur au fusil. Dans la foulée, on avait un camp. Les gens nous ont dit mais comment ça se fait quoi? Nous, ça fait 15 ans qu'on cherche des terres dans le Masai Mara, on trouve rien. Comment se fait-il? Mais nous, on y est allé vraiment, je dirais, assez naïf et dans la sincérité, dans l'authenticité et dans l'absence totale d'avidité et d'esprit business. Nous, c'était notre rêve qui se réalisait. On était complètement dans cette mouvance-là, passionnés. Et ça, le chef Maasai l'a bien senti. Et on a fait un accord avec le chef Maasai sans même faire de contrat. On a tapé sur la table parce que lui, il parlait que Maasai. Nous, on parlait pas le Maasai, alors on avait un interprète. Il parlait aussi Swahili, mais on parlait pas Swahili non plus. Donc on tapait sur la table, on faisait agreement, c'était le seul mot qu'il connaissait. Et ça s'est fait comme ça, en se tapant sur l'épaule et en se donnant une poignée de main. Et on a eu ce camp pendant 10 ans sans aucun problème avec ce chef Maasai. Donc ça a été absolument super. Et j'avoue que une fois qu'on a eu ce camp, qu'on a commencé à construire les tentes et tout ça, on s'est dit mais est-ce que tu te rends compte, on a un camp dans le Masai Mara. Et là, on est en train de se promener dans ce camp avec le chef Maasai qui nous autorise à mettre un mirador, qui nous autorise à faire ceci, à faire cela. On était juste complètement dans un rêve, quoi. C'était un rêve éveillé, vraiment, à ce stade-là. Et puis après, on a trouvé, très peu de temps après, on a trouvé un lieu, donc à Subukia, dans la vallée du Rift, un endroit magnifique, donc à 3h30 au nord de Nairobi. Et là, alors là, c'était le rêve aussi, parce qu'il y avait des singes de 2 espèces, Colobe et Cercopithèque. Il y avait des damans des arbres, des genettes, des tas d'oiseaux, presque 200 espèces d'oiseaux. Il y avait sur place déjà des vaches, des moutons, différents animaux, des chiens, différents animaux domestiques que le propriétaire nous a laissés parce que lui était malade d'une part et d'autre part ensuite est reparti en France. C'était un Français, et donc c'était là aussi le rêve parce que je trouvais non seulement un lieu qui était magique parce que luxuriant, beau, vert. Enfin moi j'ai toujours aimé tout ce qui était vert et assez luxuriant. Et là il y avait à la fois des animaux sauvages et des animaux domestiques. Et puis on est à 3/4 d'heure du parc de Nakuru et à 1h30 du parc d'Olpejeta et des Aberders. Donc c'était vraiment là encore assez inespéré. Enfin, et je dirais oui, c'était vraiment super. Donc voilà, on a commencé à construire nos camps, on a commencé à faire des travaux dans les 2 camps à la fois, en même temps. Alors tous les 15 jours, on allait dans le Masai Mara, on bossait comme des fous. On récupérait de l'argent comme on pouvait, on faisait de la prévente, donc on faisait des emprunts, on faisait des tas de choses, on vendait des tas de choses, on a vendu nos voitures. Eric qui avait un petit hôtel avec son beau-père, enfin qui était pas fini de payer du tout, l'a vendu aussi. Enfin bref, on a vraiment mis tout ce qu'on avait là-dedans. Et au bout d'un an, même pas un an de travaux, on avait nos 2 camps qui étaient prêts et on inaugurait les 2 camps. Ça me semble assez incroyable comme délai de temps, non? Oui, c'est incroyable et d'ailleurs personne, tout le monde pensait que c'était invraisemblable, quoi. Ils se demandaient comment on avait fait, mais on était vraiment dans cette mouvance où on y croit à fond, on est dans la foi, vraiment dans la passion et dans la foi. Et puis aussi, ça nous permettait de nous relever de notre expérience au Gabon et de ne pas penser aux gorilles, aux chimpanzés. Donc on s'est mis à fond là-dedans et ça a payé. Et donc on a ouvert nos camps. Les 3 premières années, ça a vraiment c'est monté en flèche, ça a fonctionné bien. C'était tout à fait un concept qui plaisait. Les Français ou francophones étaient contents parce qu'ils avaient des interlocuteurs francophones et comme beaucoup de Français parlent pas bien anglais, ils tendent en général à rechercher des réceptifs francophones pour venir au Kenya et dans les pays anglophones. Et donc ça fonctionnait bien. Après, malheureusement, il y a commencé à y avoir des problèmes, je dirais, liés au pays, des problèmes politiques et économiques.
des attaques de Chebab, des enlèvements, des différentes choses qui ont été beaucoup grossies d'ailleurs par tout ce qui est ambassade, consulat et tout ça. Malheureusement, bon, ils doivent se prémunir, je comprends bien, mais c'est vrai que c'était quand même dommage parce que ça a fait vraiment chuter le tourisme. Et après, donc, du coup, on a eu des hauts et des bas incessants et ça a été très difficile. Mais pour autant, voilà, ça avait très, très bien démarré. Il y a quelque chose de l'ordre de, quand tu parles et que tu décris tout ça, d'être pleinement à sa place. C'est le sentiment que tu donnes. Tout à fait, je le dis comme ça, hein, on était vraiment dans un alignement parfait, avec notre mission de vie, notre but de vie, c'est vrai que bon, je ne m'exprimais pas en ces termes à l'époque, mais là, voilà, toutes les vibrations étaient, très élevées et ça se passait très bien. Tu as douté parfois? Oui, 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 on a douté, mais plus que douté, hein. On était assis sur le bord des tentes, quand les tentes, on s'apercevait, qu'ils avaient fait un truc tordu et qu'il fallait tout refaire ou alors qu'ils avaient fait, voilà, moisir les tentes parce qu'ils les avaient mal stockées. Je dis «ils», hein, parce qu'on avait des personnes évidemment qui nous aidaient et quand on était dans un des camps, l'autre camp était, avec un gardien et donc ah oui, oui, on a eu des gros coups de mou, hein. On pleurait, hein, vraiment, on pleurait, on se mettait au bord de la tente là et on se disait: «On n'y arrivera jamais, il faut abandonner quoi, il faut laisser tomber» et puis on avait des gros coups de mou aussi quand on allait faire les papiers, quand on allait faire les permis de séjour et qu'on faisait 8 heures de queue et qu'on nous fermait la porte parce que, c'était fini et que voilà et qu'on n'avait pas notre papier quoi, hein. C'était, non, non, il y avait de quoi pleurer, hein, par moments. C'était très dur. Puis c'est l'Afrique, hein, donc c'est très, très lent. Très, très, très lent. Donc il faut s'armer de Ouais. patience et quand on vient, comme ça d'Europe, on est quand même un peu speed, un peu stressé, un peu on veut tout faire vite, on n'avait pas beaucoup d'argent en plus, donc il fallait vraiment faire vite. On pouvait pas se permettre, hein, de vivre des années comme ça, voilà, aux frais de la princesse, on va dire, hein, sur nos réserves, hein, donc c'était pas possible. Oui, et en plus, j'imagine que pour eux, justement, blanc occidental, vous aviez beaucoup d'argent, donc ça devait être compliqué sur ce point de vue-là aussi. Oui, 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 parce qu'on se fait toujours, bien entendu, un petit peu alors c'est pas arnaquer vraiment, mais le blanc payera toujours plus que payent les locaux ici, ce qui Mmh. ce qui est normal en réalité. Mais c'est vrai que du coup, il fallait faire attention pour faire les tentes, hein, les matériaux. Bon, on avait des gens, hein, qu'on connaissait qui étaient d'ici, qui nous ont aidés beaucoup. Mais évidemment, ils prenaient toujours leur commission au passage, ce qui était de bonne guerre, hein, mais c'est vrai que oui, il y a eu des gros passages, difficiles où on a pensé alors penser à abandonner, moi je dirais pas ça. Je pense que Eric, lui, oui, a pensé à abandonner. Moi, pas du tout, parce que moi je savais que ma vie était là, quoi. J'en étais sûre et certaine. C'était mon pays et ça, je l'ai senti tout de suite. J'ai été évidemment beaucoup plus, je dirais, oui, peut-être pas assez dans le matériel et dans la réalité des choses, hein, bien sûr, mais pour autant, ça a fonctionné aussi, hein, donc on formait une bonne équipe avec Eric, lui très terre à terre et très dans le concret et moi plus dans, voilà, on va réaliser notre rêve quoi, hein, c'était plus ça. La tête dans les étoiles. Voilà. Hem, 3 ans se passent. 2011, c'est le moment où tu te formes en communication animale. 2014, zooanthropologie aux Pays-Bas. Est-ce que, avant qu'on aborde ce sujet, tu peux nous donner une définition, de ces 2 approches? Alors la communication animale, c'est de la communication par l'intuition et la télépathie, c'est de la communication psychique avec les animaux, on va dire de cœur à cœur, d'esprit à esprit. On se met dans un état, de conscience modifié, un état, hypnotique léger, par des méditations, hein et on accède, hein, comme ça à une fréquence, je dirais, qui est, la fameuse fréquence des ondes alpha, hein, d'un point de vue de l'activité cérébrale de l'animal. On se met sur les mêmes ondes d'activité cérébrale que l'animal et de ce fait, on peut, communiquer d'esprit à esprit, de façon psychique. Donc ça, c'est la communication intuitive et télépathique et la zooanthropologie, c'est vraiment l'étude du relationnel entre l'humain et l'animal, mais en absence de tout conditionnement, de tout dressage, de toute compétition, de toute production, de toute utilisation de l'animal. Donc c'est très difficile à trouver évidemment sous nos contrées. Moi, j'ai la chance d'avoir un lieu, hein, qui est complètement propice à ça puisque j'ai, donc 10 hectares où les animaux, vont et viennent, hein, et font ce qu'ils veulent. Bon évidemment, il y a 2-3 règles qui qui restent, hein, bien sûr, pour la sécurité notamment, mais globalement, on n'utilise pas les animaux. Bon, on utilise, les, comment dirais-je? Les bousses de nos vaches, hein, pour faire du biogaz et on fait des promenades dites zooanthropologiques avec nos chevaux. On fait des activités avec nos chevaux qui sont plus des activités exploratoires.
Mais sinon, on n'utilise pas nos animaux. C'est une ferme, je dirais, un petit peu spéciale, plus éducative qu'autre chose, où on est vraiment dans le relationnel pur avec l'animal. Et quand je dis le relationnel pur, c'est aussi sans récompense en réalité, parce que quelquefois, il y a un biais qui est induit aussi par les récompenses. Il y a beaucoup d'interactions avec les animaux qui se font comme ça en donnant des récompenses alimentaires notamment, mais ça crée un biais puisque l'animal n'est plus libre de choisir parce qu'il est attiré par cette récompense. Donc évidemment, il n'y a pas de punition, encore moins, mais il n'y a pas de récompense non plus, je dirais, sous forme alimentaire lorsque l'on fait faire des choses aux animaux. Les animaux, en fait, leur récompense, c'est l'interaction avec nous. C'est qu'est-ce qu'on va faire de passionnant encore aujourd'hui. Donc voilà, et c'est on va explorer un drone parce qu'ils n'ont jamais vu un drone. On va faire une exploration d'objets inconnus, de lieux inconnus, de personnes inconnues. Tout ça, c'est la zooanthropologie. Donc voilà. Et moi, je me suis diplômée en zooanthropologie équine, puisque j'avais 5 chevaux. Enfin, j'ai toujours 5 chevaux. Et ensuite, j'ai continué le cursus et je me suis diplômée en facilitatrice en développement personnel selon cette approche. Et donc ça, voilà, il y a eu 3 ans au total pour cette formation. Et maintenant, j'applique évidemment tous les préceptes de la zooanthropologie dans les stages que j'anime, qui sont des stages à la rencontre de soi guidés par les éléphants et à la rencontre de soi guidés par les autres animaux, d'ailleurs aussi les chevaux notamment. C'est hyper intéressant. Donc, juste pour être clair, donc la zooanthropologie, c'est toujours relation homme et un autre animal. C'est jamais interespèce de manière générale. Alors si, ça peut être interespèce aussi parce que de toute façon, les animaux interagissent entre eux et quand on est là, on peut être un médiateur entre 2 animaux par exemple ou on peut être, juste un participant à cette interaction. Donc alors évidemment zooanthropologie dans le mot même, c'est la relation vraiment entre l'animal et l'humain. Mais voilà, ça pourrait être de la zoologie quoi. Je ne sais pas comment on l'appellerait, mais c'est sûr que les animaux interagissent entre eux et effectivement, on essaye d'interagir tous de cette même façon. Ce qui n'est pas forcément évident parce que certains animaux, quelquefois, sont beaucoup dans le, je dirais, ils peuvent être, comment dirais-je, dans des échanges un peu musclés quelquefois. Quand un animal veut faire déplacer un autre animal parce qu'il veut prendre sa place, ça peut être musclé, quoi. Donc voilà, c'est plutôt entre l'humain et l'animal. Oui, parce que difficile d'enlever, de ce que tu me disais, on enlève cette partie un peu prédation que l'homme peut avoir, mais du Oui. coup, c'est difficile de l'enlever à un animal. Si elle est là, elle est là. Ah complètement, oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. C'est notre approche à nous, disons, qui se différencie de tout type de dressage, de tout type de compétition ou de tout type de volonté d'utiliser l'animal pour quelque chose. Donc là, on est plus dans un échange, voilà, entre l'humain et l'animal. Comment est-ce que ça t'est venu d'avoir eu envie de te former dans ces disciplines? Il y a eu je sais pas, un déclic, une révélation? C'était progressif? Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'avais 4 petits chevaux, locaux, qui étaient des chevaux, voilà, certains étaient fougueux, d'autres étaient plus calmes et ils avaient tous en fait souffert, donc ils étaient déjà bien contents d'être ici et ça leur convenait très bien. Du coup, ils étaient relativement disciplinés parce que trop contents d'être dans un lieu où on ne les frappait pas et où on ne leur demandait pas des choses pas possibles. Donc je dirais que, à la suite de ces 4 chevaux qu'on a recueillis, je me suis dit: «Je voudrais avoir un cheval plus grand, pour pouvoir, moi-même, comme je suis assez grande, faire des promenades à cheval», voilà, parce que ces chevaux-là, disons, faisaient des promenades avec nos clients, avec nos éco-volontaires, À l'époque, on montait encore à cheval et moi, je me suis dit: «Je vais avoir, mon propre cheval». C'était quand même un rêve aussi ça depuis assez longtemps et donc je me suis mis en quête de trouver un cheval assez grand et les chevaux, qui sont très grands, il y en a pas ici au Kenya et le seul que j'ai trouvé était un pur sang anglais qui était un Nairobi et qui sortait des courses et qui avait un caractère, mais alors un caractère, vraiment très, très fort, très dominant, très rebelle, très en colère. Je m'en suis rendu compte évidemment, une fois qu'il a été ici et avec lui, ça a été très compliqué. Il a fallu que je trouve, sans arrêt des nouvelles façons de procéder. Alors j'avais commencé par faire, un petit peu équitation éthologique, enfin équitation dite éthologique, tout ce qui est Parelli, John Lyons, j'avais lu des bouquins, j'avais regardé des vidéos. Je suis allée voir, le haras de la Sens avec, donc Andy Booth, qui était là à l'époque, en région parisienne.
j'ai fait des formations diverses et variées. Et puis, j'ai fait une formation aussi avec une italo-américaine à distance en visio, parce qu'elle avait donc l'habitude de récupérer des chevaux sortis des courses et de les réhabiliter justement pour qu'ils soient moins en colère et moins dans la réactivité. Donc j'ai fait tout ça. Alors ça s'appelait Human to Horse, Travail en liberté. Ça avait différentes dénominations. Et j'ai fait toutes ces formations dès lors qu'on a eu une connexion. En fait, ça c'est arrivé au même moment qu'on a eu une bonne connexion et je dirais une clé. Enfin, c'était une clé pour avoir Internet. Et j'ai pu faire tout ça à distance. Et c'est comme ça que je me suis lancée ensuite dans la zoanthropologie parce que arrivé à ma dernière formation, qui était, je crois que ça s'appelait Human to Horse justement, et Alyosha, donc mon cheval, a commencé de nouveau à mettre les oreilles en arrière, à demander des récompenses, puisque c'était des choses qui se faisaient avec récompense, à demander des récompenses avant d'avoir fait les choses et tout ça. Et je me suis dit, ça y est, c'est encore une méthode qui ne convient pas, c'est encore quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a toujours un moment où ce cheval se remet dans la réactivité et dans la dominance et tout ça. Et là, je suis tombée sur, alors je ne sais plus si c'est sur Facebook ou si c'est sur d'autres réseaux, d'autres supports, sur des personnes qui faisaient donc de la zoanthropologie. Donc lui est italien, elle est hollandaise. Et ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ah mais ça pour mes chevaux, ça sera parfait. Alors je lui avais demandé de me faire une petite introduction, voilà, pour savoir de quoi il s'agissait. Il m'a dit non, non, soit tu fais tout le cursus, parce que là il va y avoir un changement de mindset, là, d'état d'esprit total. Tu ne vas plus pouvoir faire les mêmes choses parce que tu vas changer vraiment d'état d'esprit et de façon de faire avec tes chevaux. Le relationnel va complètement changer et ton positionnement sera différent. Donc, il faut que tu fasses tout de A à Z. Et donc, j'ai fait tout le cursus. J'ai fait, ça a duré 1 an et demi pour la zoanthropologie équine et 1 an et demi pour le diplôme de facilitatrice en développement personnel suivant cette approche. Et donc, je suis allée en Hollande. Ils sont venus ici au Kenya, enfin, du moins, lui est venu ici au Kenya. Ils m'ont fait passer tous les examens, donc ici et en Hollande. Et voilà, et je me suis formée complètement à cette approche, qui n'est pas une méthode, hein, mais qui est vraiment une approche, une façon de procéder avec l'animal, de rentrer en relationnel, mais dans un relationnel qui est assez pur, sans biais, sans récompense, et plus dans une forme d'habituation plutôt que de désensibilisation, par exemple. Et voilà, et en prenant son temps, en tout cas, pour que l'animal ne soit pas dans la réactivité. Donc ça m'a vraiment passionnée, ça aussi, ça a été absolument passionnant. Et j'ai fait toute ma formation en italien parce que lui étant italien, elle étant hollandaise, il me proposait de le faire soit en anglais, soit en hollandais, soit en italien. Et j'ai donc décidé de le faire en italien. Comme quoi? Je revenais aux sources. Ben oui. En fait, t'étais vraiment en quête de communication, quoi. C'était... Oui, moi j'avais besoin vraiment que l'animal soit heureux. Vraiment ça a été toujours mon moteur. Ce que je souhaite et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir tous mes animaux heureux. Aujourd'hui, j'en ai une cinquantaine, hein, mais on en a eu jusqu'à plus de 60. Et de toutes espèces, vraiment des chèvres, des ânes, des chevaux, des vaches, etc., chiens, chats. Et vraiment, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de les voir contents, épanouis, heureux, en bonne santé, vivant une belle vie, voilà. Et surtout s'ils ont vécu avant des choses difficiles et traumatisantes, hein. À plus forte raison, je souhaite qu'ils aient maintenant une belle vie. Et du coup, vraiment pour les chevaux notamment, hein, évidemment, il y avait beaucoup de méthodes, alors pas forcément coercitives, particulièrement, mais qui restent quand même du dressage et du conditionnement, en tout cas. Alors, je ne dis pas que je garde pas certains conditionnements, hein, il faut être faut être malgré tout honnête. Quand il y a un danger, voilà, quand on part à l'extérieur ou quand il y a un danger même au sein de la ferme, je garde quand même certains conditionnements, c'est-à-dire à la voix, mes animaux, si je leur dis stop, ils s'arrêtent parce qu'on en a besoin, quoi. Hein, et donc ça, c'est voilà, c'est à la voix, mais je vais aussi faire de la contention éventuellement brutale s'il faut sauver la vie d'un animal. Donc ça, c'est possible. Mais sinon, pour tout le reste, j'applique quand même des préceptes de zoanthropologie qui sont des préceptes très calmes, sereins, dans la lenteur, dans l'exploration, et on prend son temps. On fait vraiment de l'habituation quand l'animal a peur de quelque chose. On fait pas de la désensibilisation, on fait vraiment de l'habituation. Est-ce que tu penses que c'est une approche vers laquelle les éducateurs reviennent un peu aujourd'hui, de ce que je vois
circuler un peu sur les réseaux. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font de la zoanthropologie sans le savoir dans leur coin. Il y a pas Mmh. mal de gens aussi qui insèrent ce type d'approche, dans la médiation animale, par exemple, ce qu'on appelle la médiation animale, hein, voilà, ou dans, certains types d'équithérapie. Il y a des personnes, hein, vraiment qui mettent au centre la qualité de vie de l'animal et qui, de ce fait, hein, vont utiliser, des façons de faire, hein, qui sont tout à fait proches de la zoanthropologie. Donc, sauf que bon, voilà, ils l'appellent pas comme ça parce que c'est une, comment dirais-je, une discipline, hein, qui est née en Italie, qui a continué en Hollande, qui s'est diffusée dans différents pays d'Europe et même aux États-Unis, puisqu'ils sont allés vraiment à droite et à gauche, hein, faire des formations, des stages, des conférences et tout, mais pas tellement en France. Pas tellement en France parce qu'ils ont le barrage de la langue et moi je devais leur faire pas mal de traductions. D'ailleurs j'en ai fait et je devais commencer à faire des stages et j'ai commencé, mais ensuite, on s'est un petit peu, c'est pas qu'on s'est scindé, mais la communication intuitive et télépathique avec les animaux ne leur parlait pas, alors qu'ils en font toute la journée en réalité, sans le savoir. Mais ça ne parlait pas donc à mes maîtres en zoanthropologie. Eux étaient très scientifiques, hein, ce sont des éthologues. Enfin, lui est un éthologue cognitif, voilà, et donc il est complètement universitaire et très scientifique. Et il avait du mal, hein, avec cette approche assez intuitive et spirituelle à la fois, hein, de communication animale. Donc du coup, voilà, moi j'utilise les deux, je mixe tout ça et ça se passe très bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, toi, tu as les 2 casquettes et j'imagine que ça se complète très bien pour toi. Oui, ça se complète très, très bien parce que, évidemment, en communication, animale, on a les ressentis de l'animal, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aimerait bien faire, comment il ressent les choses, comment il voit les situations et avec la zoanthropologie, on peut mettre en place, des modifications, on peut mettre en place, des activités qui peuvent leur convenir donc ça se complète complètement bien, oui. D'ailleurs, c'est quelque chose dont tu parles. J'ai commandé ton livre, mais je l'ai pas lu. Mais, ton premier livre, justement, tu parles de la communication animale du point de vue d'une vétérinaire. Bon, c'est un sujet qui bouscule, hein, on le sait bien. Oui. Est-ce qu'il y avait une sorte de coming out aussi dans ce livre, à l'époque? Alors, ce n'était pas un coming out dans le sens où moi j'ai toujours, fait ce que je voulais et j'ai toujours suivi mes intuitions, mes instincts, toujours, hein, sans me soucier de ce que pensaient les autres. Par contre, c'est arrivé à un moment incroyable où le président du conseil de l'ordre m'avait téléphoné en étant tout à fait furieux et en me demandant de retirer, la dénomination communicatrice animalière de mon site internet parce qu'il y avait à côté docteur vétérinaire. Et donc, il m'a demandé de choisir et potentiellement aussi de me désinscrire du Conseil de l'ordre. Et en fait, moi, j'avais cheminé, hein, depuis longtemps, puis j'étais de toute façon, comment dirais-je, en stand-by, hein, par rapport au Conseil de l'ordre, puisque je n'avais plus pratiqué en clientèle depuis plusieurs années. Et donc, j'ai décidé effectivement de retirer. Alors, c'était sur l'entête, hein, de mon site internet. Et par contre, évidemment, il y avait dans ma bio, évidemment, il y avait toutes les informations. Et mon livre sortait, mais à ce moment-là, c'est-à-dire il m'a appelé, je sais plus quand c'était, hein, si c'était au mois de juillet et le livre est sorti en août, ou il m'a appelé au mois d'août et le livre est sorti en septembre. Et donc c'était déjà fait, il était déjà, comment dirais-je, imprimé. Et donc le livre est sous la docteur Astrid Clavé Le Tourneur et regard d'une vétérinaire sur la communication animale. Alors évidemment, voilà, c'était concomitant, mais non, c'était pas un coming out de ma part, dans la mesure où j'ai toujours parlé, ouvertement de tout ce que je faisais, hein, au fil des années. Mais c'est vrai que par rapport au conseil de l'ordre, c'est tombé justement à une période où, il y avait un peu des frictions de ce côté-là. Et du coup, les choses se sont très, aplanies, je dirais, et calmées, hein, par la suite, parce que la communication animale est devenue beaucoup plus répandue. Alors évidemment, hein, c'est toujours la même problématique. Il y a des gens sérieux, il y a des gens moins sérieux, il y a voilà. Et puis c'est vrai que il n'y a pas de comment dirais-je, de confirmation à la fois scientifique et statistique des choses, ce qui peut évidemment, hein, gêner beaucoup de personnes dans le monde scientifique et je le comprends tout à fait. Mais voilà, j'ai beaucoup expliqué au président du Conseil de l'ordre comment ça se passait et de quoi il s'agissait. Et il a été tout à fait fair-play parce qu'il m'a dit: «Vous en savez beaucoup plus que moi sur la question
et je vous remercie de ne pas m'avoir envoyé bouler, de ne pas m'avoir envoyé balader. Non, j'avais pas de raison parce que je comprends que ça soit bousculant puisque moi-même étant vétérinaire, quand j'ai commencé la communication animale, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je me suis dit mais de quoi il s'agit? Et ça m'a l'air complètement farfelu. Mais voilà, je l'ai essayé moi-même. C'est un petit peu ma façon de faire, hein, quand il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Le mieux, c'est de l'expérimenter soi-même. Et quand on l'a expérimenté soi-même et qu'on a eu des tas et des tas de résultats, parce que moi j'ai expérimenté sur plusieurs années avant de devenir professionnelle, hein. Je suis devenue professionnelle en 2014 et j'ai commencé en 2011. Donc pendant 3-4 ans, j'ai vraiment étudié plein de cas de toute espèce animale avec des vérifications systématiques. Je posais uniquement des questions dont on connaissait la réponse, enfin dont le propriétaire connaissait la réponse pour pouvoir justement vérifier. Et ce n'est qu'à la suite de ça, hein, que je me suis alors on ne dit pas installée, mais enfin que j'ai créé mon site en tant que professionnelle et que j'ai commencé à faire des communications à distance et aussi des formations par la suite, hein. Ça, c'était un peu plus tard. Et dans l'intervalle, d'ailleurs, j'ai créé aussi mon association pour les animaux du Kenya en 2015, hein, et tous les fonds que je recueillais justement par mes communications animales et par mes stages, mes formations et tout ça, et mes livres, allaient à cette association qui avait pour but de maintenir Moringa Farm, donc notre lieu, hein, notre ferme, parce qu'on a eu évidemment beaucoup de revers financiers, hein, avec tout ce qui s'est passé d'un point de vue économique et politique. Et voilà, donc c'est une activité qui m'a beaucoup aidée à continuer à continuer Moringa Farm, à pouvoir garder mes animaux, garder mon lieu de vie et à la fois notre activité de safari et de tourisme responsable d'éco-volontariat. Est-ce que tu as eu le sentiment que avec la communication animale, tu as ouvert une porte d'où a découlé je sais pas, une dizaine d'autres portes? Finalement, tu commences à prendre une voie, un fil conducteur plus spirituel. Complètement, complètement. La communication animale a été pour moi un virage dans ma vie d'une façon générale. Ça a mené vraiment à un chemin de développement personnel, à un chemin spirituel. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de choses sur le chemin qui ont aussi aidé à ce que je fasse un pas de plus et puis un pas de plus et puis quelquefois un très très grand pas. Il y a eu la mort de mon père au moment de mon mariage. Il y a eu la mort de mon petit daman des arbres que je raconte dans mon deuxième livre. La mort donc de Pimby, hein, un daman des arbres, avec qui j'ai communiqué par la suite. Donc ça m'a ouvert vraiment à effectivement au monde spirituel parce que le monde des défunts évidemment porte à ça aussi, hein, à une ouverture spirituelle. Donc oui, tout ça, ça a été un cheminement depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est ininterrompu, je dirais, hein, le cheminement, et ça va continuer encore, bien entendu, parce qu'on n'arrête jamais, hein, d'avancer sur son chemin de développement personnel et cette espèce de chemin d'éveil, oui, et d'éveil de conscience, c'est sûr. On va en parler encore de ça, mais j'aimerais reboucler vers des associations, parce que tu t'as parlé justement de l'association pour les animaux du Kenya. T'as aussi, enfin vous, ton mari et toi, à l'époque, avez commencé une association pour les enfants, d'aide au soutien aux enfants de Subukia. Peut-être tu peux nous en parler aussi un petit peu? Oui, alors ASES, donc aide et soutien aux enfants de Subukia, on l'a créé tout de suite quand on est arrivé parce que, évidemment, hein, on allait dans le village de Subukia et il y avait un petit orphelinat où une vieille dame s'occupait de plein d'enfants qu'elle avait recueillis parce qu'ils n'avaient pas de parents. Et donc on a soutenu cet orphelinat pendant un certain nombre d'années jusqu'à sa fermeture et on a soutenu aussi alors c'était pas une école, c'était en fait il y avait des réfugiés, enfin c'était un camp de déplacés suite aux événements qu'il y avait eu en 2007-2008. Il y avait eu des événements, hein, suite à des élections. Il y avait eu beaucoup de tribus qui avaient été déplacées et des personnes, hein, qui se retrouvaient dans des sortes de camps, dans des tentes, enfin dans des conditions épouvantables. Et il y avait plus d'école, il y avait plus rien, donc les enfants n'étaient plus occupés. C'était vraiment et c'était juste à côté de chez nous, hein, c'était tout près dans la vallée. Et donc on a créé cette association pour aider à la fois le petit orphelinat et les déplacer, donc, et on a créé une petite école maternelle, voilà, et on aidait, hein, financièrement avec l'aide bien entendu, hein, de nos clients et aussi de nos familles et de nos amis. On faisait appel à des dons et tout ça. Et donc on a été très actifs dans les premières années. Ensuite l'orphelinat
a fermé puisque la dame est décédée. Et puis ils étaient devenus grands et on les a aidés certains pour leurs études. Et la petite école, donc les personnes n'étant plus déplacées parce qu'on leur avait construit des maisons, ils pouvaient aller dans les écoles subventionnées par le gouvernement, etc. Donc on a continué malgré tout pour l'école maternelle. Et puis au fil du temps, ça a changé. On est allé vers une autre école qu'on soutient encore à l'heure actuelle. Voilà, donc maintenant on soutient encore avec notre association AZES. Alors quelquefois on peut faire des uniformes, quelquefois en fonction des dons de nos clients, on va faire un réservoir d'eau, où on va faire des toilettes, où on va faire des bureaux, construire différents bâtiments et ou des systèmes d'eau, pour qu'ils aient de l'eau. Et c'est quelque chose, oui, qui nous tient à cœur évidemment, puisque on fait travailler aussi 14 personnes dans notre camp. Avant, on en avait beaucoup plus, puisqu'on avait aussi le camp de Masai Mara. On avait une vingtaine d'employés, et maintenant on en a entre 12 et 14 en fonction des saisons. Et ils ont tous évidemment des familles, ils ont tous évidemment des enfants qui doivent tous aller à l'école. Et l'école au Kenya est gratuite jusqu'à 12 ans, et à partir de 12 ans, c'est payant. Et c'est payant, et pour eux, c'est très cher. Donc voilà, on essaye d'aider à la fois nos employés et à la fois d'autres enfants dans les petites écoles autour, grâce aux personnes qui viennent faire l'éco-volontariat ou le tourisme responsable. Et puis la deuxième association, c'est pour les animaux du Kenya. Alors celle-là, on l'a créée en 2015, donc plus tard, parce que en 2016, j'ai commencé donc des formations, j'ai commencé à vendre donc mon premier livre. Et c'est vrai qu'on s'est dit, pour Moringa Farm, on a beaucoup de frais vétérinaires, on a beaucoup de frais pour réparer les enclos, pour la nourriture, les compléments en nourriture pour certains animaux, etc. Et donc on s'est dit que cette association pourrait nous aider à faire rentrer des fonds en plus du tourisme, surtout à une époque où ça avait vraiment coulé d'un point de vue touristique, quoi. Parlons-en un peu de tes livres. J'ai envie de revenir dessus. On a parlé du premier. Tu as évoqué le deuxième, Les éléphants nous appellent à agir, ou Comment Pimbi damant des arbres. Celui-là, il sort en 2020. Et selon tes dires, ça a modifié ta façon de voir la vie, Oui. ces événements dans ce livre. Est-ce que tu serais d'accord pour partager? Alors, entre les deux livres, entre 2016 et 2020, il y a eu quand même un événement assez important pour moi, qui était une conférence, une grosse conférence à la Maison de la Radio à Paris, organisée par TAC à l'époque, qui maintenant est devenue Alliance Interespèces, et qui portait sur la communication intuitive interespèces, donc la communication animale par l'intuition et la télépathie, ce qui quand même était un sujet pour regrouper autant de gens dans une salle un peu mythique, puisque c'est la salle de la Maison de la Radio où Michel Drucker fait ses émissions. C'est vrai que moi, ça me paraissait un gros pari, et j'ai accepté d'y participer. Et c'est vrai que ça a été là encore une étape importante, parce que j'y ai rencontré mon éditeur. Et donc j'ai raconté dans cette conférence tout ce que j'avais vécu avec Pimbi et avec les éléphants par la suite. Et un éditeur est venu, les éditions Souffle d'Or en l'occurrence, est venu me voir en me disant mais on veut vous éditer. Je lui dis mais oui, mais je n'ai pas écrit mon deuxième livre. Je le prévois éventuellement, mais je ne l'ai toujours pas écrit pour l'instant, puisque j'ai énormément d'autres choses qui priment. Et il m'a dit ça ne fait rien, et je souhaite éditer ce livre. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon deuxième livre. Donc Les éléphants nous appellent à agir, ou Comment Pimbi damant des arbres a modifié ma vision de la vie. Je raconte dans une première partie ma vie avec un petit daman des arbres que j'ai élevé, je dirais à la seringue, au biberon, depuis sa naissance, puisqu'il était tombé de l'arbre, et que un de mes chiens l'avait pris dans sa gueule avec le placenta et tout ce qui va autour, et l'avait déposé sur mon chemin alors que j'allais au restaurant de notre propriété. Et donc ce petit daman des arbres, qui avait moins d'un jour, qui avait quelques heures, je l'ai élevé totalement. Et il a vécu pendant 3 ans à mes côtés et m'a enseigné énormément de choses, et a été très très important pour moi. Et donc je raconte évidemment aussi la fin, puisqu'il est décédé. Il était d'un point de vue immunitaire assez faible, puisqu'il n'avait pas eu sa mère. Et donc tout ça m'a porté
a commencé à un chemin, je dirais, plus spirituel, parce qu'évidemment, après avoir perdu Pimbi, j'ai vraiment voulu communiquer avec lui. Alors, je communiquais déjà avec les animaux vivants, hein, et après avoir perdu Pimbi, j'ai fait. Alors, c'est pas que j'ai fait appel, j'ai une amie qui m'a aidée, donc Marie-France, la maître Reiki, hein, qui m'a formée au Reiki. Elle a, pour m'aider, appelé des éléphants qui étaient dans les Aberders où je me trouvais pour 2-3 jours, hein, pour essayer de reprendre vie, je dirais. Elle a appelé ces éléphants pour qu'ils viennent m'aider, vraiment me soutenir énergétiquement, avec leur force, leur énergie, etc. Et là, 80 à 100 éléphants se sont amassés devant les fenêtres du lodge où je me trouvais. Donc, c'est ce que je raconte dans ce livre. Et ça a été une telle révélation, un tel choc, je dirais, ça a été tellement incroyable. Parce qu'ils ne faisaient rien, hein, c'est-à-dire que d'habitude ils venaient là pour lécher le sel ou pour boire au plan d'eau. Là, ils étaient amassés devant les fenêtres et ils regardaient vers les fenêtres. Et moi, j'étais là et je me disais, mais ça y est, c'est eux, ils sont pour moi, ils sont là pour moi, et c'est Marie-France qui les a appelés. Et donc par la suite, évidemment, s'en sont suivis des tas d'épisodes, des tas de synchronicités qui ont fait que j'ai avancé sur ce chemin de spirituel, je dirais. J'ai commencé à communiquer moi-même avec Pimbi et avec d'autres animaux défunts, et ça a été, oui, un grand pas en avant, parce que jusque-là, j'avais quand même mon mental qui bloquait un peu, hein. J'avoue en ayant fait des études scientifiques, vétérinaires, très, je dirais, oui, carrées, concrètes et tout ça, communiquer avec un animal vivant, c'était déjà une chose. Déjà communiquer sur photo, ça devenait déjà un petit peu plus compliqué, évidemment, à appréhender. Et puis communiquer, enfin, se connecter aux âmes défuntes, c'était encore autre chose. Ça relevait pour moi de la médiumnité, d'un autre domaine. Mais en réalité, je me suis rendu compte que ça relevait du même domaine exactement, et que c'était tout à fait à la portée de tout le monde. Donc voilà. Et c'est, alors je ne m'étendrai pas, parce que évidemment il faut lire le livre, n'est-ce pas, pour avoir tous les Tout à détails, fait. parce que ça a mené à tout, vraiment, ça a mené ensuite à une espèce de toile qui s'est tissée avec des tas et des tas d'autres personnes intéressantes qui sont rentrées dans ma vie, du fait que ça a été une ouverture telle qu'ensuite j'ai rencontré des tas de personnes à mes formations, je me suis connectée à des tas de réseaux de personnes qui m'ont amené évidemment à faire plein d'autres expériences passionnantes, hein. Et et notamment Alliance Interespèces, hein, ce groupe avec qui je me suis liée donc suite à cette conférence à la Maison de la Radio. Voilà, on est en train de travailler sur un projet avec les éléphants en Afrique du Sud, et c'est passionnant, quoi. C'est absolument passionnant. Alors tout ça, bien sûr, hein, ça fait pas rentrer d'argent dans les caisses, mais c'est passionnant, et c'est vraiment pour les animaux, pour la faune sauvage, pour cette alliance entre l'humain et l'animal, pour arriver à améliorer aussi la cohabitation entre l'humain et les animaux, parce qu'il y a beaucoup de problématiques liées aux animaux sauvages, notamment en Afrique, hein, et notamment avec les éléphants. Mais ça peut être les gorilles, ça peut être d'autres espèces sauvages. Et c'est important, parce que cette discipline, du coup, va pouvoir aider à améliorer ce relationnel entre l'humain et la faune sauvage. Donc c'est vraiment bien. Tu fais de la formation là-dessus au Kenya? De l'éducation un peu locale? Alors on fait ça, ce sont nos éco-volontaires qui font beaucoup ça auprès des enfants quand ils vont dans les écoles. Alors ils font des petits panneaux pour la protection animale, pour la protection de l'environnement, pour voilà, le fait d'être un petit peu conscient, hein, du mal que l'on peut faire à la planète. Et on commence très tôt, puisqu'on a des enfants de 3 à 6 ans. Et après on va aussi, hein, dans les écoles primaires, mais à la maternelle, hein, ils ont 3 à 6 ans. Donc ça, ce sont les éco-volontaires maintenant qui font ça, parce que moi, malheureusement, j'ai tellement d'activités que ça m'est difficile, hein, d'être sur tous les fronts. Et puis moi, évidemment, hein, j'insère voilà, tous mes savoirs et puis toutes mes valeurs dans mes formations ici au Kenya et en France aussi. Tu as parlé du Reiki. Alors, je ne connaissais absolument pas les terminologies Usui, tibétain bien sûr, et Karuna, mais les différences, voilà, peut-être que tu peux nous expliquer aussi tout ça. Alors oui, le Reiki, disons que je me suis formée au Reiki parce que après de plusieurs, alors 2 années, hein, je crois que ça faisait 2 années déjà que je faisais des formations en communication animale. J'ai fait des formations en zooanthropologie aussi, et puis ensuite en Reiki d'ailleurs, et développement personnel. Et c'est vrai que quand on est en formation comme ça, on est un petit peu baigné dans les énergies de tout le monde, et quelquefois on ressent des énergies
un petit peu, je dirais, si ce n'est négative, des énergies un peu pesantes et quelquefois des énergies de personnes qui vivent des choses difficiles et qui peuvent nous atteindre et qui peuvent nous affaiblir et nous faire baisser notre taux vibratoire et nous faire nous fatiguer. Et donc je me suis dit, voilà, pour me protéger contre tout ça, dans un premier temps, je vais faire cette formation de Reiki que mon amie Marie-France me proposait depuis déjà un certain temps et qu'elle faisait donc en Belgique. Et elle est formée au Reiki Usui et tibétain. Bon, les personnes qui s'y intéressent verront les différences. Bon, il y a des initiations qui sont un petit peu différentes et qui sont voilà complémentaires, je dirais, dans les deux types de Reiki. Le Reiki, c'est une technique de soins énergétiques par imposition des mains et donc en gros, on canalise l'énergie universelle vers l'animal là où il en a besoin, ou vers la personne, bien sûr. Et alors, pour la personne, on met les mains à différents endroits sur le corps, avec des positions particulières. Et pour l'animal, on laisse l'animal se positionner, puisque l'animal, lui, il sait tout ça intuitivement. Et ça peut se faire aussi à distance. Ça se fait en direct et à distance sur photo. Donc, je me suis formée au Reiki Usui et tibétain dans un premier temps. Et c'est vrai que ça a augmenté mes vibrations, ça a augmenté mes défenses, je dirais, et ça a augmenté mon énergie et je me sentais beaucoup plus forte face à donc tout ce qui pouvait m'atteindre dans les formations notamment que j'animais et voilà et dans les différentes interactions que je pouvais avoir avec les humains, avec le monde extérieur, quand on va dans le métro par exemple ou quand on va dans les transports en commun, qu'on fait beaucoup d'allées-venues comme c'était mon cas, les avions et tout ça. Et donc, j'avais fait ça pour moi au début et évidemment aussi pour les animaux puisque j'ai toujours une cinquantaine d'animaux et que quelquefois, c'est utile de pouvoir les aider en plus de tout ce que je fais comme soin, comme premier soin vétérinaire, je dirais classique. Moi, j'utilise à la fois de l'allopathie, de la naturopathie, je fais appel à vraiment à différentes choses, des fleurs de bac aussi et des huiles essentielles. Donc, à la fois des choses un peu alternatives, mais aussi de l'allopathie, voilà, dans des cas plus difficiles ou plus graves ou plus urgents. Et donc, je me suis formée en Belgique, donc à Namur. Et ensuite, mon amie Marie-France m'a proposé de me former aussi en Reiki Karuna. Le Reiki Karuna est un Reiki qui ne vient pas du Japon, mais comme le Reiki Usui, mais qui vient donc des États-Unis et qui est un Reiki de l'empathie et de la compassion que l'on utilise pour des cas très émotionnels, des animaux qui auraient été maltraités, ou des personnes bien sûr. Pour les personnes, ça peut être des cas de viol, de trauma, de différentes choses très émotionnelles. Et pour les animaux, ça peut être des cas de stress, des cas vraiment de souffrance émotionnelle et psychique. Et donc, ce Karuna m'a encore plus, je dirais, parlé entre guillemets que le Reiki Usui et tibétain. Bon, c'était un complément. Et donc j'ai fait tout le cursus aussi. Alors je suis maître praticienne, mais non pas maître enseignante. Donc je n'enseigne pas ces disciplines, voilà, mais je les pratique. Et le Karuna me sert énormément avec les animaux. Je fais des soins énergétiques à distance et en direct sur les animaux, enfin avec les animaux, et j'utilise systématiquement le Karuna parce qu'il y a pratiquement toujours de l'émotionnel dans le voilà dans la pathologie en présence ou dans la modification du comportement ou dans les problématiques qui viennent du mode de vie de l'animal et du relationnel avec son humain. Et donc j'utilise tout ça. Je fais, je dirais, un petit peu des soins énergétiques à ma façon, en faisant appel non seulement à mes guides, mais aussi donc aux symboles du Reiki, aux chants sacrés, tous les sons sacrés des différents Reiki. Et ça m'apporte énormément, ça aussi. C'est vraiment un complément non négligeable dans mon activité. T'es vraiment multicasquette. Oui. C'est un petit peu la vision holistique du monde Ouais. et des pathologies et de tout finalement. C'est vraiment c'est du global. Il faut prendre en compte tous les facteurs et du coup on est amené à faire appel à différentes techniques ou différents outils, ce qui paraît logique au final. Oui, et peut-être une compréhension aujourd'hui que tout n'est pas aussi binaire que ce qu'on pensait auparavant. Et qu'il y a beaucoup de nuances de gris. Voilà, exactement. Mais beaucoup de personnes y viennent, même dans les domaines scientifiques. Moi, j'ai formé beaucoup de personnes à la communication animale qui sont vétérinaires, assistants vétérinaires, soigneurs de parcs zoologiques,
des gens qui sont comptables, qui sont pharmaciens, opticiens, qui sont militaires, qui sont policiers, jardiniers, enfin des gens de tout, vraiment de tous environnements, qui s'ouvrent vraiment à cette vision un petit peu holistique, parce que la communication intuitive amène évidemment à quelque chose de bien plus ample, que la seule communication et la seule interaction avec son animal de compagnie. Ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment la conscience qu'on est tous liés, interconnectés, et puis que toute vie mérite respect, et qu'on a tous, voilà, que les animaux ont tous, comment dirais-je, sont tous conscients et sensibles. Donc ça va vraiment loin, quoi. C'est une approche qui est très élargie. Donc Et aujourd'hui, tu continues aussi à développer Moringa Farm, je pense. Oui, complètement. À Moringa Farm, alors on a beaucoup d'éco-volontaires. Enfin, voilà, ça dépend des saisons, mais on développe l'éco-volontariat et le tourisme responsable toujours du côté voilà touristique. Et ensuite, on organise beaucoup de stages suivis de safari. Alors ça peut être des stages de communication animale, des stages de développement personnel, à la rencontre de soi guidés par les éléphants. Là, alors ça, c'est moi qui les anime. Il y a d'autres stages avec des intervenants externes, comme Laurence Dugas-Fermont, Carole Bertrand-Vivier, voilà, il va y en avoir d'autres, comme Stéphanie Girard. Et donc là, ce sont des stages, alors soit de yoga et wild therapy, soit de comment dirais-je, de thérapie intuitive et instinct animal, rencontre de cœur à cœur avec les chevaux, les girafes et les autres animaux sauvages. Alors ça fait intervenir beaucoup de choses. Ça peut être du développement personnel, des cercles de parole, des rituels, différentes interactions avec les animaux, et puis de la communication intuitive aussi. Voilà, beaucoup de disciplines variées au sein d'un même stage. Et c'est suivi de safari où on continue en général le stage d'ailleurs, parce que le safari fait partie voilà, fait vraiment partie intégrante du stage. Tu rentres encore régulièrement en France, je pense. Comment ça se passe le partage de ton temps entre ces deux pays? Alors c'est très complexe parce que depuis 7 ans à peu près, je fais 4 allées-venues par an. Donc 4 fois par an, je viens en France animer des stages, parce que malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu d'un point de vue économique et politique, on ne faisait pas rentrer assez d'argent pour pouvoir continuer avec le seul tourisme. Donc j'ai lancé mon activité en 2016, et j'ai commencé donc à animer des stages 4 fois par an, donc en France. Et je continue. Alors j'en fais un petit peu moins, parce qu'avant je faisais 4 stages 4 fois par an. Maintenant, en France, je fais 2 stages 4 fois par an, et je fais 4 stages par an que j'anime moi-même au Kenya, pour être un peu plus chez moi justement. Et donc j'anime des stages des deux côtés. Donc ces allées et venues sont très fatigantes évidemment, et c'est pas évident, et c'est d'autant plus compliqué que je suis maintenant toute seule à Moringa Farm depuis 2 ans, puisque mon mari, enfin qui est en réalité mon ex-mari, on est séparés depuis 6-7 ans sentimentalement, mais on continue à collaborer au sein de Moringa Farm, et ça se passe très bien. On est vraiment très très complices et très unis. Mais Eric est tombé malade il y a 2 ans, et donc il se fait soigner pour un cancer en France. Et donc bien entendu, il ne peut pas venir souvent. Il vient 3 fois par an, un mois. Et ça fait 2 ans donc que j'ai un petit peu tout sur les épaules. Alors Dieu merci, avec WhatsApp, avec tout ce qu'il peut y avoir à distance maintenant, il arrive à gérer pas mal de choses, les réservations, les finances et tout ça. Mais évidemment, il doit se reposer pas mal aussi. Donc c'est assez compliqué. Mais j'ai un staff qui est très investi et qui s'est beaucoup responsabilisé depuis, donc qui aide énormément. Et on a trouvé des solutions aussi, parce que quand je pars en France, j'ai des personnes qui viennent garder la maison, avec mon staff aussi bien sûr. Et voilà, on a des amis qui viennent passer 3 semaines, un mois à Moringa Farm en mon absence, donc, et en l'absence d'Eric. Donc ça, voilà, ça a été, je dirais, un coup à prendre, et il a fallu s'organiser les 6-9 premiers mois, après avoir appris donc la maladie d'Eric. Ça a été compliqué, mais maintenant c'est quelque chose qui est assez rodé, je dois dire, et ça se passe très bien. Tu te sens plus chez toi où, en France ou au Kenya? Au Kenya, sans aucune hésitation. Non, le Kenya, c'est ma maison. Les gens me disent souvent: «Tu rentres en France?» Non, je rentre au Kenya. C'est chez moi, le Kenya, et ça, c'est mon pays de cœur et mon pays que j'ai choisi. On dit souvent, on a une famille de sang et une famille de cœur, et cetera. Il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir plus choisi d'autres personnes que leur propre famille. Alors moi, c'est pas mon cas. Je suis très liée à ma famille de sang aussi.
et ma famille aussi à poil et à plumes, puisque les animaux sont vraiment ma famille, et aussi à mon staff, hein, mes employés qui sont vraiment devenus notre famille. Hein, donc tout ça, c'est voilà, j'ai une grande famille élargie qui est un peu en France, un peu au Kenya, mais il est vrai que moi, je me sens mieux chez moi au Kenya. C'est là que voilà que je me sens le mieux. Après, j'ai une petite maison en Auvergne. Qui est vraiment une petite maison de village avec un petit jardin et j'aime énormément ce coin et c'est vrai que là je m'y sens vraiment bien. Je suis originaire d'Aix-en-Provence et donc j'ai ma mère, ma sœur, ma famille qui sont à Aix-en-Provence et j'aime beaucoup aussi. Mais les énergies de l'Auvergne sont vraiment des énergies qui sont assez proches du lieu où on se trouve au Kenya puisque c'est un lieu vraiment, c'est la vallée du Rift, hein, donc c'est les volcans, c'est vraiment c'est très vert et c'est complètement ces énergies-là, quoi. Donc ça, voilà, c'est mes 2 lieux de prédilection, je vais dire que c'est ça, mais le Kenya l'emporte certainement. T'as d'autres projets actuellement? Alors, on va parler de ton 3e livre aussi. Je vais pas te laisser partir sans que tu nous fasses un teasing. Mais voilà, peut-être d'autres projets futurs Oui, dont les tu aimerais nous projets parler. futurs, c'est toujours pareil. Il y a donc ce projet avec Alliance Interespèces qui est d'actualité là maintenant tout de suite. Il y a mon 3e livre qui est en phase d'édition et de préfaçage actuellement aussi. Alors on va en parler du livre et puis on m'a demandé de faire partie d'un festival donc pour le vivant. Donc ça aussi, ça va se faire à la rentrée là, enfin fin août début septembre. C'est beaucoup de choses dont je peux pas complètement parler tout de suite parce que c'est en train de se faire et que voilà, je veux pas non seulement révéler et puis dire des choses qui seraient pas justes parce que les programmes sont pas encore faits, mais en tout cas tout ça c'est en cours. Et puis pour mon livre, là je suis vraiment contente d'avoir trouvé le temps de le finir parce que c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur et qui raconte mon expérience de vie au Gabon. Mais cette expérience de vie est émaillée tout au long du récit de communication intuitive, donc que j'ai faite avec les gorilles et les chimpanzés. Et mon amie Laurence Dugas-Fermont a participé à ce livre puisqu'elle a communiqué aussi avec les gorilles et les chimpanzés que j'avais connus donc à l'époque et qui sont maintenant bien entendu adultes et qui sont dans d'autres endroits hein, et qui ne sont plus à Évaro. Et voilà, ça me tenait beaucoup à cœur, non seulement parce que c'est une forme pour moi de thérapie, hein, il faut pas se le cacher, une forme de thérapie parce que ça a été un très gros choc de les quitter et de les laisser. Et ensuite, ça fait quand même 15-16 ans maintenant, 16 ans que voilà que ça s'est passé. Et donc depuis, j'ai beaucoup avancé sur mon chemin de développement personnel, d'éveil, chemin spirituel. Et du coup, il y a des messages des grands singes pour l'humanité aussi qui sont égrené tout au long de ce livre. Donc j'espère qu'il plaira en tout cas aux personnes qui sont prêtes à l'entendre. En tout cas, il est préfacé par Perrine Cross-Marie, qui est une amie et qui à la fois est une amie, mais aussi une personne vraiment que j'admire. Hein. Bon, elle a fait récemment sur France 2 Instinct animal. Et elle a tourné beaucoup de choses avant aussi. Elle a vécu en Tanzanie. Elle a fait beaucoup de choses pour les animaux sauvages notamment. Et donc je suis ravie qu'elle ait accepté de préfacer ce livre. Donc j'ai hâte qu'il sorte, mais c'est toujours un processus un peu long aussi. Il faut s'armer de patience comme pour tout. Et donc j'espère qu'il va sortir avant la rentrée prochaine ou en tout cas avant la fin de l'année. J'espère. Voilà. Et il y a beaucoup de photos évidemment dedans, donc c'est tout ça, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut optimiser les photos, etc. Donc c'est un long processus d'imprimer tout ça. Et donc voilà, j'espère que ce livre rencontrera. Alors le succès, c'est pas ce que je cherche, c'est vraiment qu'il touchera le cœur des gens, vraiment qu'il touchera le cœur et la conscience des gens qui le liront et qu'il ouvrira vraiment, oui, la conscience de ces personnes. Sacré teasing. Est-ce que, parce que tu parlais justement de la communication avec des gorilles et les chimpanzés à ton époque, enfin à l'époque du Gabon, alors que tu n'avais pas encore fait ta formation en communication animale, est-ce que du coup c'est avec le recul que tu te rends compte que finalement tu communiquais avec eux et que c'est aussi de ça qu'a résulté un peu ce déchirement de l'équité? Oui, bien sûr. Il y avait vraiment tout un ensemble, c'est-à-dire qu'à l'époque, je ne m'exprimais pas du tout en ces termes et je ne parlais pas de communication intuitive, je ne parlais pas non plus de taux vibratoire, je ne parlais pas d'alignement, je ne parlais pas de toutes ces choses-là, mais pour autant, je les ressentais et je sentais ce lien fort
mais vraiment je sortais bien sûr de mon milieu à la fois vétérinaire et de biologie. Et pour moi, il y avait un lien qui était de l'ordre vraiment de l'animal, du physique, c'était vraiment quelque chose à la fois de physique, de corporel, à la fois presque je dirais, c'était des phéromones et à la fois c'était phylogénétique. Il y avait une proximité avec ces animaux. Pour moi, c'était un intermédiaire entre l'humain et l'animal, les gorilles et les chimpanzés. Et donc, je ressentais ce lien, mais de façon totalement instinctive, animale, et aussi avec le prisme scientifique, comme un lien phylogénétique, parce qu'on est quand même, voilà, on a 98% de gènes de structure en commun avec eux. Donc, je le sentais, cette proximité, je sentais le fait qu'on était vraiment de la même famille, quoi. Il faut se le dire, hein, cousin, frère, on dit comme on veut, mais on était vraiment de la même famille. Et quand vous serrez la main d'un gorille ou d'un chimpanzé, vraiment, ça vous fait l'effet d'un humain qui aurait un gant de cuir, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Donc oui, je le ressentais, mais voilà, je n'avais pas conscience qu'il y avait aussi une forme de communication intuitive, télépathique, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Mais c'est clair que c'était très émotionnel, très émotionnel. En fait, ça passait par l'âme, par le corps, par l'esprit, par tout, en fait. Et maintenant, je peux l'expliquer parce que voilà, je suis dans une mouvance beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus intuitive aussi encore. Mais voilà, ça avait des explications déjà à cette époque-là. Voilà. De toute façon, c'est un ensemble de tout ça. Une sorte de complétude. Ouais, tout à fait. Et là, c'est comme si j'avais assemblé des pièces de puzzle et que j'avais la dernière pièce. La dernière pièce, c'est la communication intuitive. Parce que vous avez votre mental, votre émotionnel et votre corps. Vous avez vos connaissances. Vous avez le fait que vous côtoyez des animaux depuis toujours et que donc forcément vous avez l'intuition de plein de choses, mais c'est de l'intuition spontanée, on va dire. Et voilà, puis c'est de l'observation des mimiques, l'observation de la gestuelle, les cris, enfin tout le langage que peut avoir l'animal, tout ça, voilà, on le connaît, on l'appréhende et tout ça. Mais là, j'ai la pièce du puzzle en plus qui est la communication d'esprit à esprit, de cœur à cœur, la communication intuitive qui nous fait accéder à notre intuition profonde, à toutes nos perceptions et même à une partie de notre inconscient. Donc, on est en lien vraiment avec l'essence première, voilà, de l'animal. Et du coup, on a des informations en plus. Ça complète. Pour moi, ça complète complètement tout le reste. Et vraiment, je ne rejette absolument rien de tout ce que j'ai fait avant, que ce soit alors vétérinaire, biologie, zooanthropologie, enfin tout ça, c'est vraiment un trésor que je garde. Et ce sont des connaissances qui m'ont beaucoup servi, bien sûr, et même des formations qui ont été importantes pour moi en tant que personne, quoi, hein, en tant que personnalité. Et l'ajout de la communication animale, c'est vraiment la dernière pièce du puzzle. C'est quelque chose en plus. Ça ajoute vraiment, oui, un petit supplément, quoi. Est-ce que tu penses que quand même probablement ou potentiellement de nombreuses personnes qui sont dans le milieu animal ou notamment les vétérinaires finalement font de la communication intuitive tous les jours sans le savoir? Mais complètement, euh, complètement. Comme mes maîtres en zooanthropologie, comme certains vétérinaires qui ne le disent pas, mais qui se sont même formés en communication animale, mais qui ne le mettent pas, voilà, sur les réseaux ou que ce soit, ou qui par ailleurs sont tout à fait, comment dirais-je, ouverts à cette approche et font former leur assistant vétérinaire parce que eux n'ont pas forcément le temps ou n'ont pas forcément, voilà, l'envie de s'exposer, hein, au regard ou au fait d'être avec d'autres, hein, dans un stage et tout ça. Oui, oui, et ils en font sans le savoir parce que quand on est, par exemple, assis le soir tranquille avec son chat ou son chien à côté sur le canapé, qu'on est détendu, relaxé, on est en alpha. On est avec, voilà, si on faisait un électroencéphalogramme à ce moment-là, hein, de notre cerveau, on présenterait des ondes alpha, des ondes qui sont relaxées, détendues, zen. Et là, l'animal peut nous transmettre plein de choses. Et ce que l'on reçoit comme étant, je sais pas, de l'empathie, une forme de soutien de l'animal, par exemple, ou quelque chose qu'il semble nous dire, c'est ça, c'est de la communication intuitive. Il y a plein de gens qui comprennent leur animal sans avoir besoin, je dirais, de se dire qu'ils font de la communication intuitive, mais ils en font.
voilà, parce qu'ils perçoivent les pensées ou les ressentis de leur animal. Et d'ailleurs, l'animal fait pareil avec eux. Donc voilà, si vous avez essayé de prendre une cage de transport, c'est juste penser à prendre une cage de transport pour l'animal le jour où vous devez aller chez le véto, le chat est déjà parti parce qu'il a tout perçu. Et voilà, et même en onde bêta, hein, puisque nous on est en onde bêta en temps normal au niveau de l'activité cérébrale, hein, quand on est, je dirais, voilà, là nous qui parlons, on est en onde bêta. Même en onde bêta, l'animal capte plein de choses parce que il capte notre température interne du corps, notre pression artérielle, et puis aussi nos mimiques, nos attitudes, bien sûr, notre intonation de voix. Enfin bon, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'il nous comprend. Et la communication intuitive, c'est juste un truc un peu plus approfondi, encore un peu plus, qui va un peu creuser un peu plus à l'intérieur et qui va chercher quelque chose d'encore un peu plus profond. Mais on a déjà plein d'informations par d'autres biais. Donc oui, les vétérinaires beaucoup font de la communication intuitive sans le savoir, c'est certain. Mmh. J'imagine que tu as à 10 000 lieues aujourd'hui d'où tu pensais être quand t'es la jeune Astrid sortie de tes études à Pérouse. D'abord, si tu devais donner une définition au métier de vétérinaire aujourd'hui, ce serait quoi? Pour moi, alors c'est ma définition, c'est pas vraiment une définition, c'est ce que pour moi un vétérinaire devrait chercher à faire, mais c'est ma propre vision. Pour moi, le but c'est d'alléger la souffrance des animaux et d'alléger la souffrance par la même occasion du propriétaire de l'animal. Donc on cherche à alléger de la souffrance quand l'animal est malade, quand il va pas bien, quand voilà, il peut avoir une pathologie aiguë ou chronique. On cherche à ce qu'il vive du mieux possible avec son humain le plus longtemps possible et qu'ils puissent s'accompagner l'un l'autre. Et notre rôle, c'est ça. Après, on n'est pas non plus ni des magiciens, ni voilà on n'est pas Dieu, hein. Voilà, si l'animal doit partir, c'est qu'il doit partir, c'est que c'est son moment et que voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, être juste déjà en conscience et faire de son mieux, toujours faire de son mieux pour voilà, soigner l'animal, l'aider à tous les niveaux d'ailleurs, physique, émotionnel, psychique, etc. Et être en compréhension aussi de son humain, avoir une forme de psychologie aussi pour l'humain, puisque les deux sont liés. Pour moi, c'est ça un vétérinaire et être voilà, avoir des valeurs et les respecter et ne pas déroger à ça pour des raisons qu'elles soient des raisons de business ou d'autres raisons d'ailleurs. Voilà, garder une éthique, garder toujours une éthique vis-à-vis de l'animal et du gardien. Enfin, moi j'appelle ça le gardien, mais c'est le propriétaire de l'animal. Et voilà, pour moi, c'est ça un vétérinaire. Et puis aimer ça, aimer son métier, bien sûr, aimer les animaux, ne pas se blaser. Je sais que c'est pas facile, parce que quelquefois, oui, on est obligé de s'endurcir aussi. C'est quand même très difficile. Moi, en tant que vétérinaire urgentiste à domicile pendant 7 ans, j'ai pratiqué 6 à 13 euthanasies par mois pendant 7 ans. C'était très dur parce que à domicile, bien entendu, les gens appellent aussi beaucoup quand leur animal est sur le point de mourir et qu'ils n'ont ni la possibilité, ni le courage, ni quoi que ce soit de l'amener, de le transporter, de l'amener en clinique. Et puis c'est la nuit, si ça se trouve. Enfin bon, il y a des cas vraiment difficiles. Et pour moi, oui, ça a été difficile par moments. J'aurais été contente d'ailleurs d'avoir la communication intuitive à cette époque parce que quelquefois je devais prendre des décisions en conscience. Alors je le faisais évidemment du mieux possible, mais si j'avais pu communiquer avec l'animal, j'aurais su si il avait besoin de quelques jours de plus ou si vraiment il fallait qu'il parte tout de suite, s'il était prêt, s'il était voilà, pas prêt parce qu'il attendait que son son propriétaire revienne ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour moi c'est un accompagnement. Être un vétérinaire vraiment, c'est accompagner à la fois l'animal et l'humain, quoi. C'est et garder sa passion malgré la difficulté du métier parce que c'est très difficile. Moi j'ai une profonde empathie pour les vétérinaires et d'ailleurs quand on pense que c'est un métier où il y a énormément de suicides, etc. Moi j'avais été assez stupéfaite de ça. Et oui, parce que c'est émotionnellement très difficile. Quand on doit faire une euthanasie sur un animal qu'on a accompagné pendant 15 ans, on s'y est attaché, même en tant que vétérinaire. Et quoi qu'on le dise, beaucoup de vétérinaires sont vraiment dans cette empathie aussi, quoi. Bien sûr. Très belle définition, merci. Une sorte de gardien du bien-être. Écoute, c'est ma façon de voir en tout cas. Après, voilà, chacun a la sienne, bien sûr.
Moi, je suis un petit peu, je suis un petit peu hors circuit en tant que vétérinaire maintenant. Bon, je fais les premiers soins sur mes animaux, mais je ne pratique plus en clientèle. Mais c'est comme ça, en tout cas, que j'abordais les choses à l'époque. Et maintenant, évidemment, j'aurai cet outil en plus qui est la communication animale. Je le fais avec mes propres animaux. Je leur fais toujours des soins énergétiques et je communique avec eux pour savoir, s'ils sont prêts quand ils doivent partir. Mais voilà, quoi. Je pense que si j'étais encore en clientèle, évidemment, j'aborderais les choses de cette façon, une vision assez holistique et globale. Je vais te demander de te tourner une dernière fois vers cette Astrid, justement, cette jeune Astrid. Quel conseil tu lui donnerais à cette plus jeune sortie d'études, si tu avais des conseils à lui donner? Alors, je n'aurais pas de conseils à lui donner parce que je pense qu'on fait exactement ce que l'on doit et ce que l'on peut faire à tout moment sur notre chemin de vie. À cette époque-là, je pouvais faire ça et c'est ce que j'ai fait. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai toujours écouté mon intuition, mon instinct et mon vraiment ce qui me oui, on appelle ça le gut feeling en anglais, c'est vraiment mes tripes quoi. J'ai toujours écouté ça et quelquefois évidemment autour de moi, les personnes critiquaient ça, étaient un peu dans le jugement par rapport à ça parce que évidemment ça leur paraissait bizarre. Et ils me disaient toujours mais écoute ta raison, écoute ta logique et non en fait. Donc je dirais à cette Astrid jeune, tu as bien fait. Tu as bien fait d'écouter ton instinct, ton intuition. Continue, je dirais même à la vieille Astrid d'aujourd'hui, continue. Ne déroge pas à ça parce que moi, c'est ce qui m'a mené là où je suis et en fait, j'ai réalisé mon rêve. Moi, mon rêve, c'était de vivre en Afrique. Mon rêve, c'était d'avoir à la fois des animaux domestiques et des animaux sauvages. Mon rêve, c'était de faire des safaris. Donc tout ça, je dirais que ça a été réalisé. Alors, c'est pas sans mal, parce qu'il y a encore des difficultés aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que je pense avoir vraiment réalisé, mon rêve de base. Donc j'ai bien fait. Et je dirais donc à la jeune Astrid, tu as bien fait. et sois contente et sois fière, sans ego surdimensionné. Mais oui, je pense que il faut quand même écouter son intuition, quoi, quand on est canalisé vers quelque chose par la famille, l'éducation, les gens autour, etc. Ça arrive fréquemment, et qu'on sent pas que ça nous donne de la joie, c'est que c'est pas bon. Il faut que ça nous donne de la joie, de la passion, de l'envie, qu'on soit vraiment, qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait de l'enthousiasme pour la chose, parce que sinon c'est que c'est pas le chemin. Merci Astrid pour Merci à toi. cette belle façon, je pense, de clôturer ce podcast. Sauf évidemment si tu as quelque chose à rajouter. On a balayé beaucoup de choses, mais peut-être que tu as un dernier message à faire passer. Écoute, non, je pense avoir vraiment dit un petit peu tout, ce qui m'anime et ce qui me ce qui me tient à cœur. Donc je te remercie infiniment. Et puis je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur toutes ces thématiques. Je pense que ça a été relativement exhaustif par rapport à tout ce que je propose, ce que je fais et ce qui constitue ma vie actuelle. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois, merci pour ta passion et ton humanité, et merci à tous nos auditeurs qui auront suivi ce podcast sans aucun doute avec grand intérêt jusqu'à la fin, et je mettrai bien sûr les nombreux liens de toutes les choses dont on a parlé, ainsi que tes livres que je vais m'empresser de commander aussi. Merci beaucoup Astrid. Merci Sophie, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.